Salut tout le monde, c'est Sébastien et vous écoutez Beautiful Game, votre émission foot, culture et société. Dans ce premier épisode, je reçois Romain Molina, journaliste indépendant et grand empêcheur de tourner en rond. Avec lui, on va parler de ces personnes dans l'ombre, ces personnes quasiment inconnues du grand public, mais qui pourtant font la beauté de ce sport. Une discussion liée à la sortie du livre The Beautiful Game, paru aux éditions Exuvie, qui traite de sujets en long et en large. Avec Romain, on ne va pas parler que de ça évidemment. On va aborder son métier de journaliste et comment il le pratique, du basketteur qu'il est, et bien sûr on va parler football. Ah oui, et dans cet épisode aussi, Romain évoquera ses enquêtes dans le football haïtien ainsi que celles concernant la Fédération française de football. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir tout ça dans ce premier épisode de Beautiful Game. Salut Romain, comment ça va? Mais bien, et toi Sébastien? Ça va, merci. Alors, je te propose de commencer cette histoire par Il était une fois Romain. Il était une fois Rome. Un jeune trublion né en 1991 et qui a grandi dans un petit village isérois du nom d'Eyrieux. Donc je suis un Ériard, hein, on remarquera que c'est pas magnifique à le prononcer ainsi. Qui a fait les marchés avec ses parents, ses grands-parents sur fruits et légumes. Donc depuis ma tendre enfance, j'ai un bac L. Le basket est l'amour de ma vie, cette balle orange lovée de cuir. Et ensuite, j'ai intégré Maxi Basket et Basket News en stage à l'âge de 19 ans. Et je suis resté quelques mois après, avec notamment un partenariat avec la Ligue nationale de basket sur leur site internet où je faisais diverses interviews. Il y avait l'interview du jeudi, je me rappelle, c'était le jeudi qu'il fallait mettre notamment. Pendant 1 ou 2 mois, je me suis fait ça. Puis ensuite, j'ai créé, que ce soit des webzines, sites. Je tenais un blog également pour l'équipe.fr sur les tréfonds du football britannique. J'ai vécu en Angleterre, en Écosse, maintenant en Andalousie. Je publie là mon 6e livre. J'ai eu la chance de faire des investigations pour le New York Times, CNN, la BBC, le Guardian. Et voilà, j'ai été traduit en Uruguay, en Angleterre, en Espagne, en Russie. Et voilà, je paye toujours de manière indépendante. Donc là, je me suis fait comme ça. Si je devais résumer un peu, il était une fois. Tu peux nous raconter la fois où tu as fait la grève de l'école? J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait quand j'étais tout petit. Alors, il paraît, c'est ma mère qui me la raconte, parce que je m'en souviens pas. J'avais 3 ans, hein. Mais j'avais été puni en même temps que quelqu'un d'autre, sauf que je n'avais rien fait. Ce n'était pas moi, et c'était vrai. Et donc, j'avais refusé d'aller à l'école après. Donc, la maîtresse, Madame Fort, pour ne pas la nommer, que je salue, même si ça fait peut-être 20 ans que je ne l'ai pas vue, était venue à vélo chez nous. Et j'avais consenti à revenir après 2 semaines. J'avais déjà un caractère particulier, on va dire. Je sauvais un peu la veuve et l'orphelin déjà à l'époque. Je me rappelle, il y avait une petite fille, on lui volait son pain au chocolat. Alors bon, je me mettais en face pour sauver ça. Bon, c'est des petites anecdotes quand j'étais petit, quoi. Mais sinon, oui, oui, c'était à l'université. Bon, je suis pas resté très longtemps. J'ai absolument aucun respect pour la plupart des professeurs qui étaient à l'université Lyon. C'était Lyon 3, je crois. Il y en a, c'était vraiment. Enfin, je donne cet exemple souvent, mais il est parlant. Et puis surtout, je peux te donner les gens qui étaient avec moi. Autant tu parles sur des matières plus scientifiques, j'étais pas très bon. Par exemple, la pratique du ping-pong, j'étais nul. Enfin, du tennis de table, comme on dit. Autant histoire du sport, bon, déjà dans ma classe, il y en avait certains, bon, ils écrivaient français, je sais pas, ils essayaient d'écrire quoi. Le niveau était quand même pas fou. La plupart, ils copiaient Wikipédia ou ils me copiaient. Et ce que je te dis, c'est sérieux. Et donc, il fallait faire un sujet sur l'impact de la gymnastique au tournant du XXe siècle. Et si tu veux, quand elle rend les copies, la prof, qui j'avais eu, je m'étais foutu de sa gueule, mais elle avait dit une énorme connerie un jour et je l'avais repris. Ils avaient vérifié en même temps et j'avais raison. Et ça m'avait fait rire. Et bref, elle me met un 6, je crois. Et aux autres, mais il n'y a aucune notation sur la copie. Et en fait, c'était grotesque parce que toutes les autres copies avaient plein de notations, etc. Et je regarde et tout le monde dit attends. Et j'avais un pote qui était dans l'autre classe, qui avait l'autre prof, et je lui ai donné. Et il m'a dit, il lui avait passé le truc. Et elle lui avait dit, ça valait au moins 18, quoi. Donc à partir de là, je lui ai dit, attends, c'est bon, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter les conneries. Donc ça m'avait montré un gros souci à ce niveau, parce qu'il y en a qui jugeaient à la tête. Il y avait des très bons profs aussi, mais alors celle-là, c'était énorme. Je ne sais même pas comment elle peut être à l'éducation nationale. J'ai perdu son nom, malheureusement. Ça me rappelle ma prof de PS quand j'étais en seconde, Madame Samprini, qui m'avait défoncé alors que j'avais des propositions pour intégrer des centres de formation de basket en Cadet France deuxième division. Et j'ai été refusé sur dossier scolaire avec 14 de moyenne générale quand même, hein. D'accord.
Elle m'avait tué parce que elle me reprochait, tu vois, dans le tennis de table, moi je me jette, tu vois. Moi j'essaie de récupérer la balle de partout, quoi. Et donc, soi-disant, je sais pas quoi. Alors franchement, j'étais pas non plus un élève problématique, j'étais plutôt solitaire, parce que j'avais plus de 14 en moyenne générale. Et elle m'avait tellement tué que bah, j'ai été refait sur dossier scolaire à Saint-Vallier pour la petite anecdote quand même. Donc bon, je la remercie de m'avoir ruiné le rêve de mon enfance. Mais c'est comme ça. Ça t'a pas empêché de le vivre autrement, notamment sur le plan professionnel? Enfin, bon, le basket, ça reste, tu vois, j'étais en dernière division départementale avec mes potes. J'ai fait des tests pour intégrer des centres de formation. Le premier test que j'avais fait, j'étais à la rue. Tu sais, physiquement, il y avait une telle différence. Mais je m'étais accroché, j'allais jouer tout seul. Hein, parce que mes potes, la plupart, ils ne voulaient pas jouer avec moi. Parce qu'en contre 1, je gagnais tout le temps. Et t'en avais certains, tu vois. J'ai un pote qui s'appelait Kendrick, on y allait souvent. Mais bon, il était tranquille, tu étais dans son monde aussi. Il n'avait pas la passion que j'avais, l'amour que j'avais aussi. Et donc, je m'entraînais tout seul, des fois mon hiver et tout. J'y allais le matin sur le playground, 15 minutes de chez moi à pied, après je revenais et tout. Et bah, j'avais vachement progressé quand même. Et j'avais eu des propositions. J'avais fait un test vers à, à, Alp- à Aix-Maurienne, à Aix à l'époque. Et il y avait un type qui avait été pris, normalement c'était matin après-midi, ils ont arrêté la séance le matin parce qu'il y en a était trop fort, vraiment trop fort. Mais j'avais pas été trop nul non plus, parce qu'il y avait des gens, et j'ai reçu un appel à Ugine, qui est donc qui est en Savoie. Et ils montaient un truc en cas de France deuxième division. Et donc j'y suis allé, c'est bien passé et tout, ils voulaient me signer. C'était 2 ans, donc c'était pour la première et la terminale. Et en même temps, j'avais une autre détection à Saint-Vallier, qui s'était vachement bien passé. Parce que dès le matin, on avait un numéro sur le short. Et je m'en rappellerai toute ma vie, et ma mère, bien, qui m'avait accompagné, parce que j'avais pas le permis à l'époque. Et en fait, il y avait, sur l'exercice, tu avais 2 chaises qu'ils avaient mis. Et en gros, tu arrives et tu as un défenseur au milieu des chaises, et voilà, tu es lancé, tu dois. Et il me donne le ballon. Et il y avait un mec en face, il se l'a pété, il se prenait pour Dieu. Moi, je jouais dans la dernière division départementale, au pire niveau de France, tu vois, j'allais pas faire le mariole. Et donc, je vais à 2 à l'heure, et juste avant de passer vers lui, je la croise entre mes jambes côté gauche, et le mec, je le passe tranquille et je vais marquer. Le mec, il m'a dit, numéro tout, dit ton numéro. Puis après, bon, je marquais pas beaucoup, mais j'avais une vision du jeu qui était au-dessus. Ça a toujours été mon point fort. Et donc, bon, je reste l'après-midi, ça se passe bien, etc. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit, ouais, on est intéressé. Tout. Donc, il me reste que le dossier scolaire à valider. Bon. Sauf que là, j'ai 2 propositions. Et pour moi, c'est énorme. J'étais en dernière division départementale. Et je voulais aller à Ugine à la base. Mais il n'y avait que S. Et je pouvais faire S, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et ils ne faisaient plus ES. Je dis, putain, merde. Je dis, ah, tu sais quoi, je vais leur dire non, je vais aller à Saint-Vallier, je peux faire L, ça m'ira très bien. Parce qu'il y avait moins d'heures, et honnêtement, je te dis la vérité, c'était ça. C'est que j'avais pas envie de mettre trop d'heures et de me faire chier. Je m'emmerdais en maths, en physique et tout ça. Donc, et tout. Et je suis refusé sur le dossier scolaire. Donc après, je rappelle Eugène et ils me disent, ah, mais on a signé quelqu'un la veille ou 2 jours avant. Et donc, je me retrouve sans rien. Et l'année d'après, j'ai refait un test à 17 ans à Clermont-Ferrand. On était une 40 ou 50. J'étais encore au niveau départemental. J'étais l'avant-dernier niveau départemental maintenant. Et donc, tout le monde se fout de ma gueule parce que tu dois te présenter au centre. Tu sais, il y en a, ils venaient de Limoges. Il y en a, c'est un ancien de l'INSEP. Il y en a, ils venaient de Lille, etc. Et donc, je me présente. Les gens, ils rigolaient, mais je suis quand même resté l'après-midi. Il y avait une sélection, qui était une vingtaine à être gardée l'après-midi. Et pour moi, c'était une victoire. Alors, ils ont pris qu'un seul joueur parce que sa mère connaissait l'un des coachs. Il était absolument pas le meilleur. Bon, moi non plus, mais j'avais ma place quand même dans les 20 meilleurs de la détection. Et pour moi, c'était déjà une victoire, quoi. Mais donc voilà, après j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai joué en Écosse, en Angleterre, en Espagne, à Gibraltar où j'étais champion. Mais ouais, j'aurais quand même toujours le regret de ce qui m'est arrivé quand j'avais 16-17 ans quand même, parce que j'aurais bien aimé vivre ça quand même. Ouais. Et je le regrette pas, mais ouais, t'as une pointe d'amertume quand même, parce que je méritais quoi. Je vais pas faire genre, mais j'avais vraiment travaillé plus que tout le monde. Tu te voyais évoluer un cran au-dessus? Mais le basket, c'est l'amour de ma vie. Donc à partir de là, j'ai tellement travaillé tout seul, mais tout seul. J'y allais tout seul, il n'y a personne qui venait dans mon village. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, qu'il pleuve, non, j'y allais pas, mais des fois, il y avait du vent. Ça va à rien, j'allais dehors avec mon ballon. Voilà, quoi. Et j'ai jamais abandonné ça. Je me suis toujours entraîné plus que les autres. Bon, j'ai quand même eu la chance, tu veux, de jouer ici à des niveaux semi-pro, quand même, ce qui est déjà énorme. C'était mon but dans ma vie. Donc, je l'ai quand même réalisé. Mais voilà, j'ai un petit regret. Ici, je me suis entraîné aussi avec des équipes pro en Espagne à l'époque. Je devais signer avec une qui avaient des joueurs pro et d'autres qui n'étaient pas pro, si tu veux. Et puis, ils ont changé le coach une semaine avant de la reprise. Le mec, il arrive avec tous ses joueurs, etc. Tu as le directeur sportif qui me dit non, mais laisse tomber, il va faire 3 mois, reste. Il va être viré dans pas longtemps. Mais je lui dis, je ne vais pas rester dans un club pour comploter, pour dégager le coach. Donc, je n'ai pas signé. Mais voilà, ça reste quand même l'amour de ma vie, le basket. Malgré le fait que j'écrive sur le foot, c'est le basket l'amour de ma vie. Et puis il y a une qualité qui ressort
aussi beaucoup, c'est que tu es un bourreau de travail. Bah, je travaille pas ça au niveau basket, si tu veux, parce que je travaille tellement à côté et ça m'ennuie. Ça m'ennuie clairement. Je te le cache pas que je devrais plus travailler encore au niveau basket parce que j'ai quand même toujours des ambitions. Bah, là, cette année, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. En Espagne, le seul club à côté de chez moi qui a un niveau, on va dire, le plus haut niveau régional, il est à 1h10 de chez moi. Et le problème, c'est qu'à cause du couvre-feu, je peux pas y aller parce que c'est à 23h et les entraînements, tu termines minimum à 10h30, donc je peux pas y aller. Donc là, ça me bloque. Dans l'autre province où je pourrais aller, à Cadix, pour le moment, il y a pas de championnat, donc tu sais pas. Il y a Gibraltar, bah, la saison n'a pas vraiment recommencé. Ils sont en train de terminer la dernière saison, mais la dernière saison, je peux pas y aller parce que je suis en Espagne, moi, l'an passé. Donc ça fait que bah, là, je m'entraîne le vendredi. On a des sessions privées à Gibraltar où il y a une 15-20 joueurs. Un peu, on vient entre nous pour jouer. Et donc là, je suis bloqué. Donc j'essaie d'aller dehors aussi quand je peux pour aller m'entraîner. Mais oui, j'ai toujours énormément travaillé. Même s'il y a un truc, tu vois, par exemple, je ne suis pas régulier, je le sais, c'est la musculation, parce que je déteste ça. Les abdos, ça ne me gêne pas, mais le reste, pousser de la fonte, je déteste. Ça, c'est un truc, je déteste. Je déteste. Donc c'est mon problème, c'est que je suis trop fin. Donc je le sais, mais après voilà, je fais des choix, je travaille plus de 60 heures par semaine. Et le peu de temps que j'ai aussi à côté, c'est vrai, je le mets pour le basket, mais si j'ai le choix, je préfère m'entraîner à jouer au basket que pousser de la fonte, j'en ai rien à cirer, quoi. C'est un truc qui me dégoûte à un point inimaginable, ça m'ennuie comme pas possible. C'est autant, je dis, tout ce qui est abdos, sangle abdominal, etc., j'ai pas de problème. Mais alors pousser, oh, ça m'emmerde, t'imagines même pas. Je respecte ceux qui le font parce que moi, j'ai pas la régularité, la mentalité pour le faire. Si tu veux. Pousser pour pousser, ça m'intéresse pas. T'en vois peut-être pas l'utilité ou le sens. Mais il y a une utilité, j'en ai besoin. Mais c'est juste que, bon, j'ai une morphologie où je suis très fin, j'ai toujours été comme ça. En plus, j'ai tendance à prendre des intoxications alimentaires, ce qui est un truc con, mais quand tu prends et que d'un coup, tu en as une et que tu prends 4 ou 5, et que tu perds 4 ou 5 kilos, et sachant que j'ai pas de gras quasiment, bah, tu perds où? Donc après, tu dois tout revenir et tout, et je n'arrive pas à prendre. Je suis pas un gros mangeur non plus. Je fais très attention, tu vois, à l'hygiène de vie. Jamais bu, jamais fumé. Je bois pas de soda, je bois que de l'eau. Je mange beaucoup de fruits et légumes, etc. Donc je fais très attention à tout. Mais je sais que mon problème, il est là et qu'il va falloir que je mette un coup de pied au cul. Le problème pour faire ça, c'est aussi qu'il faut que j'ai du temps. Et là, bah, vu que financièrement, c'était très compliqué aussi, j'ai dû travailler comme un forcené. Je suis très perfectionniste. Et dans le même temps, j'avais des dossiers qui me tenaient à cœur, le dossier haïtien et autres, des abus sexuels sur mineurs. Donc, bah, forcément, ça prend un temps infini. Donc, j'ai pas forcément le temps non plus. Et puis, j'avais pas l'argent non plus pour aller dans une salle de sport. Je n'avais pas l'argent. Là, maintenant, avec ce que je gagne là, après, je gagne des milliers et des cents, mais maintenant, j'arrive quand même à vivre, pas à survivre. Mais c'est vrai, c'est pas toujours. Voilà, j'ai dépassé 1 000 € par mois maintenant. Avant, je les avais pas. Donc maintenant, je peux peut-être me repayer un abonnement à une salle de sport. Mais avant, j'avais pas l'argent non plus pour le faire. Tu vois. Donc là, le peu d'argent que j'avais, je le mettais dans mon essence pour aller m'entraîner. Si tu veux. Parce que j'ai pas de club chez moi, parce que dans le village où j'habite, il n'y a qu'un club de jeunes. Et après, tu peux aller dans une ligue locale qui est départementale, mais je veux pas y aller. Parce que je suis à un niveau qui est quand même un peu au-dessus. Donc, même si j'ai un style de jeu un peu bizarre, parce que je suis pas un mec qui marque beaucoup, je suis pas un mec qui tire, alors j'ai un bon petit tir à 3 points, mais je suis un mec qui fait des passes. Donc, bah, il y a beaucoup de coachs et à bas niveau. Des fois, par exemple, si le mec il bouge pas, c'est pareil, je te donne un exemple, tu pénètres, il y a une prise à deux qui vient sur toi, tu as l'aide. Si le mec il fait pas le mouvement de 2 mètres, bah, en fait, je vais servir à que dalle. Parce que si le mec il voit pas qu'il doit couper backdoor, ligne de fond, et moi je lui mets en aveugle, ou je lui mets au dernier mot en fixant, bah, on va dire, mais en fait, je ne sers à rien. C'est pour ça que quand j'ai eu la chance de m'entraîner à meilleur niveau physiquement, j'étais pas bon. Je peux courir, j'ai un bon cardio. Mais en termes de puissance, je leur rends 20 kilos à tous. Donc je suis nul à ce niveau-là, je me fais enfoncer. Par contre, en termes de vitesse et cardio, je suis pas mal. Mais c'est en termes de passe. Et quand les mecs ils bougent, bah voilà. Et là, on me dit, putain, j'ai une bonne vision du jeu. C'est pour ça qu'à Gibraltar, j'ai eu la chance, même je m'entraîne avec la sélection et tout, et que la plupart des mecs qui jouent à mon niveau, ils voulaient tout jouer avec moi. À ce niveau-là, j'entends. Hein. J'ai pas le niveau pro, mais le niveau semi-pro, je l'ai. Parce que je suis pas un mec égoïste, quoi. Et ça, je le revois dans ma manière de bosser aussi, quoi. Si je peux aider, je le fais. Ça fait très bizarre d'ailleurs de moi de raconter ma vie, même en tant que basketteur. Normalement, je pose les questions, donc j'ai l'impression de faire 36-15 raconte ma life, c'est assez perturbant. C'est super intéressant parce que c'est vrai que souvent tu es amené à évoquer des sujets autour du football, mais Mhm. comme tu le dis souvent, le basket est et restera ton premier amour. Je suis nul au foot. En En très fait, bon. si tu veux, je sais courir, je sais mettre des coups. Anticiper, ça va, mais mets-moi pas un ballon dans les pieds. Hein. Alors, le pire, c'est que je vais voir les trous, je vais voir les espaces. Mais j'ai pas la capacité technique. Je suis nul avec mes pieds. Nul. Nul. Mes pieds me servent à me lever, à sortir de mon lit. Quoi. Donc, par contre, je joue à l'uruguayenne. J'ai un peu un sang à la Diego Lugano, là, je l'avoue.
Mais j'ai une grande passion pour le foot, mais c'est vrai qu'en termes de pratique et même si tu me demandes mon choix, c'est le basket évidemment, évidemment. Mais j'adore le foot, hein, ça n'empêche pas, hein. Tu es connu pour faire beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube où tu racontes Ouais, un peu les coulisses du football, dont celle de l'inénarrable Pini Zahavi. Pinchas le terrible. Et tu es connu et reconnu pour ça. Tu as une espèce de fanbase qui te suit un peu ici et là et qui est demandeuse de ce genre d'infos. Alors du coup, la question que je me posais, c'est d'où est-ce que ça t'est venu, cette envie de faire ce journalisme-là? Et pourquoi tu t'es pas orienté sur la couverture de match ou l'écriture d'articles quotidiens, comme on peut le voir dans des journaux traditionnels tels l'Équipe ou dans d'autres médias? Bon, la première chose, c'est que je vis pour être heureux, donc c'est très égoïste à la base, mais enfin, le premier qui dit l'inverse, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, le peu de temps qu'on a passé, sur terre, mieux vaut le en profiter au maximum et être le plus épanoui possible. Et après, tu as plusieurs choses qui peuvent épanouir les gens. Moi, j'avoue que ce qui m'épanouit, c'est l'amour et tout ce que je fais, je le fais par amour. C'est-à-dire le basket, c'est par amour. Et pourquoi, par exemple, j'ai ce style de vie-là? Parce que ça me donne du temps pour le basket et que j'ai pas envie d'avoir des impératifs d'heures, de sujets. J'ai envie de vivre comme j'ai envie. Donc, un jour, j'ai pris ma C1 rouge, immatriculé 38, de mon Isère natale, et je suis parti en Angleterre, je suis parti en Écosse, j'ai traversé toute l'Europe pour venir en Andalousie m'installer. C'est pas pour des ambitions professionnels, c'est juste que j'avais envie. J'ai envie de vivre comme je, tu vois, de rencontrer des gens, de voir autre chose. Et j'ai fait aussi des choix pour le basket, à mon maigre niveau, parce que ça m'anime complètement. Et dans le même temps, j'ai une grande passion et un grand amour pour le foot et tout ce qu'il y a autour. Les rencontres avec les gens, les destins des joueurs, des entraîneurs, petits employés, tout ça. J'ai rencontré des gens merveilleux dans ce monde, malheureusement vérolé. Donc, ensuite, j'ai un deuxième problème, c'est que j'arrive pas à fermer les yeux. C'est-à-dire, je te reprends l'exemple, quand j'étais gamin, la petite fille s'appelait Céline, pour la petite anecdote. C'était d'ailleurs la plus mignonne de ma classe, alors peut-être que c'était la raison pour laquelle je la défendais, non, je ne plaisante. Mais plus sérieusement, on me raconte que voilà, j'ai toujours été comme ça, même je m'en souviens. Mais quand il y avait une injustice, entre guillemets, en CE1, CE2, je faisais toujours, j'étais le premier, quoi. J'arrive pas à fermer les yeux et fermer ma gueule, j'ai toujours été comme ça. Donc j'ai toujours été capitaine dans mon équipe de basket, si tu veux, voilà, j'ai toujours une grande gueule, il y a pas d'autre mot. Donc, quand tu vois comment ça se passe le milieu du foot, tu ne peux pas rester silencieux que si tu aimes ce sport-là. Parce qu'à la base, c'est de l'amour. C'est un cri d'amour quelque part. C'est un cri d'amour envers les gens floutés, floués, excuse-moi, parce que flouté, ça veut dire autre chose quand même, j'arrive pas à parler français. Envers les gens spoilés, envers une certaine immoralité. Donc, ça m'a toujours animé et ça m'animera toujours. Je ne pourrais pas changer ce que je suis. Quand j'ai vu ça, et ben, je me suis dit, j'ai pas réussi à fermer les yeux et je suis très curieux, trop curieux, c'est le problème, tu vois. Par exemple, je lis beaucoup, j'ai même des livres sur l'histoire de la piraterie, par exemple, parce que ça m'intéresse énormément. Je suis très curieux, j'aime la vie profondément, je peux me passionner et m'enthousiasmer pour plein de sujets. Ça peut être par exemple pour les couches, ceux qui ont bâti les pyramides au Soudan, etc., comme l'histoire de la piraterie, comme qu'est-ce que j'ai, comme par exemple ce qui se passe aux Seychelles. Enfin, j'ai vraiment un amour débordant pour la vie, pour la curiosité, pour le savoir, pour l'échange, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. Je suis amoureux de la vie. Donc c'est ça qui définit aussi mes choix. Et ensuite, j'ai jamais eu de proposition, je n'en cherche pas, je ne veux pas vivre à Paris, je ne veux pas faire d'actualité parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Un match de foot, j'ai envie de le regarder quand j'ai envie. J'ai pas envie qu'on me dise tu regardes ça, j'en ai rien à cirer. Par exemple, la plupart des matchs, je m'en fous. Je regarde un match que j'ai envie de le regarder. Et je pense qu'en plus, les matchs, tu prends plus de plaisir quand tu vas au stade, première chose. Et deux, quand tu as une véritable raison. Moi, je te dis, ça m'éclate beaucoup plus de voir un Luton Tamworth en 5e division anglaise que de voir Chelsea PSG. Parce que j'ai été invité ce soir-là pour Chelsea PSG, je ne suis pas allé. Je suis allé voir un match de 5e division parce que j'en ai rien à cirer de Chelsea PSG en fait. Ça m'intéresse pas. D'aller en loge, etc. Je m'en fous. J'ai rien à cirer. Je préfère faire Luton Tamworth en 5e division. Il y avait ma mère pour l'anecdote. J'ai amené ma mère là-bas à Kenilworth Road, qui est un stade en boîte de sardines en boivrier, où il y avait le défenseur de Luton, Steve McNulty, qui est quand même un mec un peu mal dégrossi avec les tempes grisonnantes, qui avait la trentaine d'années à l'époque, qui était ventru, et dès qu'il touchait la balle, tout le monde criait Sumo, Sumo. C'était magnifique. Le mec, tu sais, il faisait les feintes de frappe à l'ancienne, il avait tout le monde. Ah, c'était un bonheur. Luton s'était imposé, d'ailleurs, c'était l'année où il remonte en 4e division anglaise, et ça, je peux t'en parler avec un plaisir pas possible. Mais dans le même temps, si un jour j'ai envie de regarder un match avec des champions, je peux le faire. Et j'aime pas du tout la vision élitiste que certains ont, en disant ouais, avec des champions, c'est pas le foot, etc. Mais non, mais faut arrêter. C'est juste que chacun ses plaisirs. Moi, si j'ai envie de regarder un gros match, je le regarde. Si j'ai pas envie, je ne regarde pas. Moi, ça m'amuse les tours préliminaires de Coupe d'Europe et de qualif à la Coupe du Monde. Alors qu'il y en a plein de matchs qui sont truqués et que c'est pas du vrai foot. Mais parce que des fois, je vais connaître un gars, etc. Et donc ça,
J'apprécie. Le championnat écossais, pourquoi? Parce que j'ai aussi des potes qui jouent là-bas. Puis parce que j'ai un amour immodéré pour l'Écosse. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas de commenter les matchs. Il y en a plein qui le font. Moi, je fais ma voix, et ma voix, c'est quoi? C'est d'utiliser le foot comme un objet de recherche à 360 degrés, social, culturel, historique, politique, criminel, et aussi destin humain. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que c'est ma voix, c'est la manière dont je vois la vie, et je vois on va dire le journaliste, que je ne me considère pas journaliste, et je vois tout ça. Donc, tu mets ce mélange-là, et le fait que j'ai envie de vivre comme je veux en donnant du temps pour le basket et pour moi, même si je travaille énormément, et ben, ça fait la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. Et du coup, Romain, dans ta manière de travailler, est-ce que toi, tu as des influences? Est-ce qu'il y a des journalistes ou des médias ou même des œuvres qui t'ont inspiré dans ta manière de faire ce que tu fais? Les marchés. Parce qu'au marché, ça c'est pour les interviews, tu as juste l'expression du client, l'expression faciale, pour savoir comment l'aborder. Je te donne un exemple tout con. Une fois, je m'étais planté. Il y avait une dame, je me suis dit, elle doit avoir un peu de second degré. Elle me demande comment sont mes melons. Moi, je lui ai dit, dégoûtant, madame. Comme d'habitude, je vous en mets combien? Sauf qu'elle, elle a pris premier degré. Je dis, merde. Mais normalement, tu sais, je savais plus ou moins avec qui faire du second degré, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Même dans l'approche, j'ai eu des autres. Après, en influence, je te dirais Eduardo Galeano dans la manière d'écrire, exceptionnel. Exceptionnel écrivain uruguayen à l'époque. Je te dirais, j'étais très influencé par la littérature foot anglo-saxonne. Des mecs comme James Montag, Rory Smith, Sid Lowe. Vraiment, ça a été pour moi clé. Martin Gray aussi, qui est un sacré écrivain quand même, je trouve. Donc cette manière-là aussi de concevoir le foot comme un objet de recherche, je tiens de là quand même. Donc j'étais très influencé à ce niveau. David Cohn aussi, mec du Guardian, très très fort, qui a fait un excellent livre sur Witches and God, sur Manchester City. Je te dirais aussi Anthony Clavan, The Promised Land, livre sur Leeds, qui est vachement bien, par rapport avec la communauté juive, etc. Parce que lui, le maître de confession juive, c'était vachement intéressant. Donc je te dirais ces gens-là, et la plupart maintenant je les connais aujourd'hui. Euh, voilà, Mister de Rory Smith, qui est pour moi une référence. L'un des meilleurs livres que j'ai lus, c'est Fear and Loving in la Liga, l'histoire du Classico par Sid Lowe, qui est un truc exceptionnel, où tu arrives justement à voir tout ce mélange socio-culturel, politique, destin, et l'exigence. Parce que nous, on n'est pas vraiment exigeant en France. Je te dis franchement, je vois le niveau il est bas quand même. Le niveau est très bas, parce qu'il n'y a pas assez d'exigence. Donc en fait, il y a ça, et l'autre influence que j'ai eue, c'est Fabien Fréconnet, qui était à Basket News et Maxi Basket. Un mec incroyable, complètement dans son monde, mais pour moi, qui est un génie, qui est un mec humainement super. Mais pareil, c'est l'exigence. C'est aussi le fait de te responsabiliser toi-même. Très humain, donc je te dirais lui. Et que je réfléchisse, que je te dise pas de conneries. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de certaines influences que j'ai eues. Martin Smith, le mec de Frontline. Alors lui, il ne fait pas dans le foot, mais il fait des documentaires, notamment sur le Moyen-Orient. J'aime beaucoup la manière dont Frontline travaille. Un truc qui m'a beaucoup inspiré également. Donc je te dirais ça aussi. Ouais. Je te dirais Pat Conroy aussi, un écrivain américain qui était fan de basket, d'ailleurs, qui joue au basket, qui avait fait Saison Noire, qui a été traduit en français, qui est un excellent roman. Un roman autobiographique, pour le coup, autour de sa passion pour le basket, son père violent, etc. C'était vachement intéressant. Donc voilà, à peu près, je te fais à peu près le tour. Et attends, non, j'ai oublié quand même Philippe Brunel de l'équipe, qui a une plume exceptionnelle. Et Pierre-Michel Bonneau aussi, qui sont deux plumes incroyables à l'équipe. Ça, c'est pareil dans la manière d'écrire, la manière de voir les choses, l'ironie, le ci, le là. Mais je te dis, c'est l'exigence en fait. Et tu as Bertrand Pirel, qui était mon premier éditeur, qui m'a. J'étais déjà exigeant envers moi, mais lui m'a poussé. En fait, Bertrand, il ne faut pas être susceptible si tu travailles avec lui. Mais en fait, les gens susceptibles vont mal le prendre, ils ne vont pas comprendre qu'en fait, il est là pour te faire progresser. Et donc, il va toujours chercher la petite bête. Et je le remercie parce qu'en fait, il m'a poussé dans des retranchements. Et aujourd'hui, j'ai une exigence. En fait, chaque année, je suis de plus en plus exigeant envers moi. Mais là, aujourd'hui, c'est même trop. Mais c'est nécessaire, en fait. Du coup, ce qui fait que tu es peut-être un brin perfectionniste. De trop. Non, mais trop. Mais je te donne un exemple. Là, je travaille beaucoup autour de l'Afghanistan. Bon. J'ai eu en Afghanistan, j'avais contacté la Fédé à l'époque, et j'ai Mustapha Merzad, le team manager, qui me répond. Bon. Ensuite, il a rejoint la Confédération asiatique. Donc, je parle avec Mustapha, etc. Il était à Kaboul à l'époque. Et je lui demande s'il ne peut pas m'aider à avoir 2-3 contacts de mecs qui parlent anglais. Donc, il me donne le contact de Anoush Dasgil, qui est à l'époque ancien joueur, qui était entraîneur adjoint, qui est maintenant sélectionneur, et de Faisal, dont j'ai perdu le nom parce qu'il a une famille très compliquée, qui jouait aux Pays-Bas, qui a quitté l'Afghanistan à 2 ans. Son père était docteur à Kaboul. Bref.
Donc, je fais les entretiens avec eux, ça se passe bien, on parle par WhatsApp et tout, tranquille. Ensuite, je reviens voir Mustapha et je lui dis, écoute, je chercherais d'autres gars, t'en aurais pas? Il me dit, ah, donc, il file le contact de Hassan Amir, qui joue en Allemagne, et de Oveis Azizi, le gardien. Je pars avec les deux, nickel. Oveis Azizi me met en contact avec Norla Amiri, un de ses coéquipiers qui connaît en Suède, et dans le même temps me donne le contact de Zoïb Islam Amiri, qui est un ancien capitaine de la sélection qui a commencé dès 2003. Lui, il me donne le contact de Mouchaba, qui est un mec qu'il a connu, qui joue au tournoi des années 2000 dans l'équipe d'Afghanistan. Donc là, si tu veux, déjà, j'ai pas mal de mecs. Mais je me dis, ça suffit pas. Donc je contacte Alice Farhat, un journaliste français qui est basé en Allemagne, qui est un mec très très bien, au demeurant. Et je lui dis, dis-moi, je cherche le numéro de Klaus Stark, qui a été sélectionneur pendant 3 ans de l'Afghanistan. Donc, il m'aide, il l'appelle, etc. Il me trouve les coordonnées et tout. Donc là, maintenant, je suis en contact avec lui pour faire un entretien. Mais je me dis, ça ne suffit pas. Je me dis, il manque 2 trucs là-dedans. Il manque sur la culture sportive de l'Afghanistan. Il manque un avis de personnes qui vivent en Afghanistan complètement pour voir un peu la situation aussi, pour voir un peu la place du sport dans la société afghane, surtout depuis les 40 dernières années, etc. Et dans le même temps, il y a une zone mystère, c'est entre les années 80 et 2003, notamment après 2001, qu'est-ce qui se passe pour la sélection, etc. C'est pas le genre qui sont enfuis. Donc, j'ai contacté 3 journalistes sportifs afghans, je voyais sur Twitter qui parlaient anglais, etc., plus un politicien. Et donc là, je suis en contact avec eux aussi. Et pareil, là, aujourd'hui, il y en a un qui m'a répondu. Enfin, ils m'ont tous répondu, mais là, il m'a répondu à mes questions. Et je lui ai demandé, tu n'aurais pas un historien du sport afghan, etc. Et donc, au final, sur l'Afghanistan, je vais avoir 20 mecs. Et en plus de ça, tu as aussi ce qui s'est passé avec le scandale du président de la Fédé qui a été banni à vie pour viol sur joueuse, que je rappelle, il violait dans une backroom où il pouvait rentrer seulement avec ses empreintes digitales. Donc pareil, je connaissais un petit peu, j'ai déjà parlé avec la capitaine de l'époque, Shabnam, qui elle venait du Danemark, etc. Moi surtout, je connais l'enquête, les gens qui ont fait cette enquête et tout, parce que par Haïti, forcément, y a des contacts. Donc j'ai contacté Suzy Wrack, la personne du Guardian qui avait sorti cette affaire-là. Elle m'a mis en contact avec d'autres, etc. Et donc pour aussi faire un truc spécial dessus, parce que ces filles-là sont des héroïnes. C'est vraiment les joueuses qui composent l'équipe nationale d'Afghanistan et celles qui ont permis, malgré tous les dangers, l'arrestation, enfin pas arrêté malheureusement, mais le bannissement, la suspension de cette horrible personne, ce sont des héros. Ce sont des personnes pour qui j'ai un profond respect. Parce que pour le simple sujet de l'Afghanistan, je veux vraiment aller au bout des choses et j'aurai au moins 20 ou 25 personnes. Ouais. Mais je sais que c'est trop. Normalement, tu as 2-3 et puis ça suffit. Voilà, mais il y en a, je vais me servir peut-être de 2 phrases. Mais peut-être que l'anecdote que lui va avoir, eh ben, elle va être tellement inédite, et c'est du moment de vie, c'est des tranches de vie. Moi, ce que je vois, c'est des tranches de vie. Et c'est aussi pour m'imprégner de la culture. Donc voilà, à peu près comment je travaille. Ah non, mais je te dis une connerie. Hier, j'ai contacté aussi Farouche Nour, qui est le nouveau capitaine de la sélection aussi. Donc là, on doit parler ces prochains jours aussi. Donc il y aura encore d'autres joueurs. Tu fais vraiment une immersion dans le monde de ces Ouais, personnes-là. pas complet. Hein. Bah oui, clairement. Bah ouais. C'est, en fait, j'ai un tel degré d'exigence que là, pour le coup, je pense que. Mais c'est trop. Parce qu'après, je retranscris tout mot par mot. Tu traduis, tu cites, tu l'as. Mais c'est trop. Mais c'est too much. Mais je le sais. Mais ça me paraît. Ça m'intéresse toutes les histoires. Et 2, ça me paraît le minimum, en fait. Parce que par exemple, l'Afghanistan, j'en parlerai une fois dans ma vie, vraiment, dans un livre, vraiment. Donc, je vais donner un intérêt colossal. Parce que je ne veux pas perdre cette opportunité-là. Et surtout, c'est des grandes histoires. J'ai appris énormément sur moi, sur la vie, sur plein de choses. Sur plein de choses. Je fais des rencontres parfois merveilleuses. Le gardien de l'équipe d'Afghanistan, c'est un type merveilleux. Oveis Azizi, c'est l'épilogue de livre que je sors là. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un tome 2 qui commence par les bons baisers de Kaboul. C'est parce que les deux vont suivre, en fait. Et il y aura au moins 4-5, il y aura au moins 3-4 chapitres sur l'Afghanistan. Ouais, clairement. J'ai commencé aussi un peu sur la Syrie, sur la Libye. Et pareil, je remontais, d'autres gars et machin. Et j'ai un degré de. Ouais, je suis trop perfectionniste, sans doute. Mais c'est la manière dont je vois mon boulot. Je fais plein de rencontres de ci, de là, et c'est passionnant. J'ai de la chance de faire ça. Parce que je me mets aussi sur un format qui est long, qui est froid, comme on dit. Donc, je m'achète ce luxe-là, quelque part. Ça prend du temps, ça prend ci, ça prend là. OK. Mais après, quand je parle d'un sujet, c'est parce que le sujet, les gens ne se rendent pas compte à quel point je l'ai bossé en amont. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je peux ouvrir ma gueule. Parce que tout ça, bah, je le fais, mais je ne vais pas le crier sur tous les toits. Mais oui, par exemple, sur le Pakistan aussi, le nombre de personnes que j'ai eu, tu n'as même pas aidé. Et je continue d'en avoir, à garder les contacts et tout. Et c'est comme ça que je peux rentrer dans le microcosme du foot et que je peux en parler aujourd'hui de manière libérée et tranquille parce que je me suis baigné dedans tous les jours, en fait. Tous les jours. Ouais, et puis c'est vrai que tu as la réputation aussi d'évoquer des sujets lorsque tu les connais. Et à l'inverse, Ouais. lorsque tu ne les connais pas du tout, comme tu dis si bien, je ferme ma gueule, voilà, je ne parle pas de ce que je connais pas. Bah ouais. Ah bah, tu m'entends parler sur l'Italie? Jamais. L'Allemagne, jamais. Je peux te dire 2-3 trucs, type, je sais que Dortmund, il y a eu des deals folkloriques. Oui, je sais ça. Mais je peux pas aller dans les détails.
Donc voilà, mais c'est vrai que je peux comprendre. Mais attends, le mec, je vais te parler du football cubain. Ouais, mais c'est parce que c'est le sujet, voilà, c'est les sujets qui m'intéressent vraiment. Et par exemple, sur le football belge et suisse, ouais, je suis capable sur certains clubs de te donner vraiment des précisions, des idées-là, parce que je le travaille énormément le sujet. En fait, ce que je t'expliquais pour l'Afghanistan, je le fais pour tous les sujets. C'est-à-dire, je vais au bout de tout ce que je peux avoir. Et des fois, quand je fais des vidéos aussi, c'est pour avoir plus derrière. C'est-à-dire, je vais balancer des trucs où je sais que le grand public ne va pas comprendre. Et vu que je suis quand même très suivi dans le milieu du foot, je sais qu'eux vont comprendre. Et derrière, je me dis, certains vont venir pour comprendre le sous-entendu que j'ai fait. Et ensuite, ça va m'aider et je vais pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est aussi comme ça que je bosse aussi. Oui, Des fois, puis certaines vidéos, elles sont là pour lancer des messages dans le milieu du foot afin que derrière, parce qu'il me manque une information et que je sais qui potentiellement peut l'avoir, pour que cette personne-là, elle vienne me contacter ou quelqu'un qui connaît le sujet. Donc, des fois, je fais ça aussi. indirectement, tu invites aussi les personnes qui t'écoutent à creuser aussi davantage sur ces questions-là. Et je trouve que c'est intéressant, ça met dans Ouais. une dynamique de mouvement et ça évite d'avoir quelqu'un qui nous donne le contenu, tu sais, tout cuit dans le bec. Et en fait, ça nous invite vraiment à faire cette démarche-là. Ouais, le truc, c'est que je pense, bon, déjà, je fais pas de plan, c'est que de l'improvisation, donc ça m'oblige à maîtriser mon sujet complètement, parce qu'il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Et c'est en une prise. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est un peu à l'ancienne. Mais voilà, je ne veux pas changer ça, parce que je trouve qu'il y a un côté plus vrai, authentique. J'aime pas, les gens sont assez pris pour des cons, donc c'est pas pour faire la forme, je m'en fous. C'est un défaut, je le sais, hein. Mais en plus, je fais pas des vidéos pour me faire chier. Je fais parce que ça me prend pas beaucoup de temps. Je te le dis clairement, hein. Mm. Et le jour où ça devient une contrainte, j'arrête. Donc c'est pour ça que la forme, elle est pas travaillée et je m'en fous. Je la travaillerai jamais. Parce que j'ai pas envie de contrainte. Je te dis, je suis un caractère à la con, mais je suis comme ça. Puis j'ai pas le temps non plus. J'ai pas le temps. Parce que tout ce que je fais là, ça prend un temps infini. Tu vois, par exemple, je vais publier un truc sur Valenciennes là, ce prochain jour. Bon, bah, ça fait 3 4 semaines que je poste le sujet, vraiment. J'aurais dû le publier avant même. Mais voilà, j'avais pas assez. Et, et là, maintenant, j'ai un truc qui me paraît correct, que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas VA et même pour ceux qui connaissent. Parce que ceux qui connaissent quand même sont au courant de toutes les histoires parce que tout le monde sait les saloperies qui se passent dans ce club. Euh, mais voilà, j'ai même intérêt. Tu vois, quand je fais des trucs sur Béziers, sur Toulon ou le PSG, c'est toujours la même chose. On va te dire, la méthode, ça ne change pas. Et même là, je travaille sur un truc hors foot, qui est sur le Yémen, c'est pareil. Tu vois, par exemple, dimanche, j'étais avec un Yéménite qui habite pas très loin de chez moi, un anglo-yéménite qui est fils d'un chef de tribu. On a parlé de plein de choses, etc. Enfin, c'était fascinant. Et je remonte super loin. Là, tu vois, par exemple, j'ai un entretien cette semaine avec l'ancien conseiller économique des Houthis. J'étais hier au téléphone avec un ancien prisonnier politique, Souali Saleh, l'ancien président, qui est l'un des responsables du STC, qui est donc les séparatistes du Sud. Et tous les jours, je remonte. Si tu veux, par exemple, je connais aussi le fils de l'ancien ministre de la Santé dans le Sud, qui est donc le fils de ce monsieur-là, son père, c'est lui qui a fait la première vraie pharmacie du Yémen, etc. Enfin bref. Et je fais dans des trucs, mais t'as même pas idée. Et j'utilise absolument la même méthode, c'est-à-dire je parle à je sais pas combien de personnes pour arriver à comprendre, si tu veux. Enfin, comprendre. Je ne pourrais jamais comprendre comme un yéménite, hein, mais au moins être fidèle à ce qu'ils disent. Parce que c'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Par exemple, dans mes livres, tu remarqueras, d'ailleurs, on me l'a souvent dit, pourquoi tu ne mets pas le son en avant? Mais l'auteur n'a pas à se mettre en avant. C'est un metteur en scène. Les héros, c'est les joueurs, c'est les coachs, c'est ci, c'est là. C'est pas... On doit s'effacer. Et ça, j'ai toujours eu cette volonté-là aussi. C'est pour ça que mes vidéos, c'est pour un autre format, etc. Mais moi, ça me fait chier. Moi, si je pouvais, je mettrais les joueurs, les acteurs, les si en avant. Mais il y en a qui ne peuvent pas parler. Donc, ils parlent à travers moi, quelque part aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, complètement. Je veux qu'on parle de mon travail, pas de moi. Moi, les gens ne me connaissent pas. Finalement, la forme, c'est anecdotique, c'est le fond qui est le plus intéressant. Ah, mais après, je comprends. On vit dans une société où c'est l'inverse. Donc, mais moi, tout ce que je fais, je le fais pas pour des scores, des ci, des là. Les gens, des fois, on m'envoie des trucs, des fois, les gens qui parlent sur comment je serais, etc. Mais ils n'ont aucune idée de comment je suis. Je suis complètement mais à l'inverse de ce qui se passe. Et je le revendique. Là, je veux dire, mon livre, je me fais chier quand même à écrire 3 chapitres sur le football cambodgien quand même, hein. Mais je suis allé au bout. Et encore, j'aurais aimé aller encore plus loin. Mais j'ai retrouvé la famille de Pen Pratt, qui est donc le grand joueur de l'âge d'or du football khmer, l'un des joueurs préférés du roi Sihanouk à l'époque. Je l'ai retrouvé. Avec son fils, que je remercie, Stéphane d'ailleurs. Mais il m'a fait l'entretien. Il fait voilà, je suis allé au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout de la logique. Et j'ai fait 80 ou 90 000 signes sur le football khmer. Ouais. Parce que j'avais envie. Et je trouve que c'est intéressant. Donc c'est sûr que voilà, je vais à contre-courant des codes, mais moi ça me va très bien. Et du coup, tout à l'heure, Romain, tu as évoqué Eduardo Galeano. Et, Ouais. et moi, du coup, j'ai tendance à penser que tu as une sensibilité sud-américaine, et Ouais. notamment lorsque tu évoques l'Uruguay et la Céleste.
Et je voulais savoir, toi, si tu avais, une ou des histoires qui t'avaient marqué concernant la sélection uruguayenne. Il y en a plusieurs. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'attirance. Bon, j'ai eu la chance de le traverser d'est en ouest au volant d'une voiture de location. C'était pas mal d'ailleurs, parce que les routes en Uruguay sont parfaites quand même. Alors, par contre, c'est très marrant parce que l'Uruguay est un petit pays, mais les routes sont tellement droites que tu n'en vois jamais la fin. C'est un peu un pays ironique, puisque l'une des plus grandes prisons du pays, c'est la prison de la Libertad, de la liberté. Mais bon, ça n'est pas un paradoxe pour en Uruguay, ce qui est un pays assez fascinant. Moi, je me rappelle, j'arrive en fait en Uruguay depuis l'Argentine. J'avais pris le bateau de Buenos Aires à Colonial Sacramento, qui est la seule ville coloniale vraiment divisée d'ailleurs entre architecture espagnole et portugaise, qui est une ville vraiment magnifique pour le coup, même si pour retirer de l'argent au début, on ne comprenait pas, c'était n'importe quoi. Enfin bref, c'est encore autre chose ça. Et donc ensuite, on prend un bus pour aller à Montevideo, où j'avais loué un appartement, etc. là-bas. Alors pour l'anecdote, l'appartement, le mec qui me l'a loué, c'est quand même très drôle. C'était un peu après la Mano Negra, et le mec, écoute bien, c'est un ancien employé à Boris Berezovski et Badri Patakatichvili, c'est un russe, et qui étaient quand même deux types de la Mano Negra. Je dis putain, mais c'est un sketch, c'est pas possible le truc, tu vois, je suis poursuivi. Et ça, c'est assez marrant. Et ensuite, j'ai eu la chance de vraiment voir le pays. Je me rappelle le premier soir à Montevideo, donc on est sur la Rambla. Montevideo, une énorme Rambla, donc balade en bord de mer, des kilomètres et des kilomètres. Parce que Montevideo, t'as pas vraiment de centre. C'est une ville qui est construite de manière assez bizarroïde, honnêtement. C'est particulier. Surtout quand tu as fait Buenos Aires avant. Mais bon, bref, tu as cette magnifique Rambla, et d'un coup, tu as plein de gens qui applaudissent. Je comprends pas. Et je demande à un gars qui boit son maté, je lui dis, mais il se passe quoi? Bah, il me dit, il y a le soleil qui se couche. Mais quand t'es pas au courant, tu vois, t'es surpris. Et il y a un côté pur que j'ai beaucoup aimé, un peu côté sauvage aussi. Et après, dans le foot, tu le ressens. Je te dis, c'est un pays de paradoxe parce que c'est un pays blanc. 95, plus de 90% des gens sont blancs en Uruguay. Mais le premier pays d'Amérique latine qui a fait jouer des gens noirs en équipe nationale, c'est l'Uruguay, dont la merveille noire. À l'époque, la perle noire de Salto, Andrade. Et ensuite, tu as eu le capitaine Obdulio Varela aussi, métis noir, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas qui n'était pas blanc. Donc ça, c'est une certaine ironie quand même, je trouve. Et ensuite, bon, je dirais l'histoire d'Diego Lugano, qui est quand même pour moi absolument incroyable, qui était capitaine emblématique et vraiment une personne en plus qui a aidé pour que les joueurs prennent conscience de leurs droits également de travailleurs, etc., qui avait une vision qui paraît assez syndicaliste du truc. Et puis cette anecdote m'a toujours tué de rire, c'était le barrage de qualif à la Coupe du Monde. C'était contre le Costa Rica, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, je crois que c'est le Costa Rica. Et son Centenario de Montevideo, donc le grand stade absolument magnifique. Et t'as l'hymne qui résonne. Ils ont amené un chanteur, El Sourdo, pour chanter l'hymne uruguayen. Le problème, l'hymne uruguayen, c'est l'un des plus longs au monde. Il fait quasiment 6 minutes. Et normalement, tu as 90 secondes autorisées pour les matchs FIFA. Bon. Et l'arbitre, c'était un Suisse, M. Boussaka. Et donc, l'hymne passe, 2 minutes, 3 minutes, le stade est en transe, etc. Tu as l'arbitre qui s'approche de Lugano qui dit Lugano, rompen filas. Donc, rompez les rangs, en gros, c'est bon, c'est fini. Non, non, deja la gente cantar. Laisse les gens chanter. Okay. 30 secondes après, il fait Lugano, rompen filas. Et tu dis non, mais laisse les gens chanter, c'est mon pays. Et l'autre, il lui dit je vais suspendre le stade, je vais siffler un penalty, etc. Et lui, il lui dit acá no estás en Europa, acá te arrancamos la cabeza. Donc en gros, il lui dit ici, t'es pas en Europe, ici, on t'arrache la tête. Laisse mon pays chanter, laisse mes gens chanter. Et donc, tu as les mecs du Costa Rica, tu le vois sur les images d'archives, se sont tous barrés, déjà. Et Lugano les fait revenir pour tous les serrer la main, etc. Et finalement, ils vont se qualifier au terme de ce match-là. Mais c'est l'exceptionnel, cette histoire-là. Laisse mon pays chanter. Ici, on t'arrache la tête. Qu'est-ce que tu fais? Et ce sentiment, ça m'a fait penser aux larmes de Jiménez contre la France. Les gens disent les larmes, non, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce rapport transcendantant, fusionnel, qui peut exister entre la Célesté et son peuple. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ce patriotisme-là, cette fierté-là, quand tu vas en Uruguay, c'est peut-être à cause de leur situation géographique, engoncée entre deux géants, le Brésil et l'Argentine. Je ne saurais te dire, mais il est exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est Puis tu as une autre anecdote de Lugano qui est marquante, c'est une de ses premières sélections, il fait super chaud. Donc à la mi-temps, il va pour changer le maillot, donc il balance le maillot si tu veux. Et tu as les anciens de la sélection, je pense que c'est Dario Rodriguez, il lui fait mais qu'est-ce que tu fais là? La Célesté, il ne peut pas être par terre. Ça n'existe pas, ça. Il ne peut pas être par terre. Donc si tu veux, ce respect qu'ils ont vis-à-vis de la Célesté, il est incroyable. Incroyable. Mais on en revient à ce que je te dis, c'est l'amour. C'est une question d'amour.
pensais que tu allais évoquer l'anecdote de Abreu avec la signature maison lors du quart de finale de Coupe du Monde face au Ghana. Ah, mais le Loco Abreu avait son penalty face au Ghana. Mais en fait, l'Uruguay, c'est une tragédie grecque. Ils peuvent pas gagner dans la facilité. Ils peuvent pas. Rappelle-toi la dernière Copa América qui gagne, avec ce match incroyable contre l'Argentine où ils sont réduits à 10, ils vont gagner au penalty, etc. Ils ne peuvent pas gagner dans la facilité. Tu as l'impression que les dieux l'ont décidé ainsi. Et là, ce match face au Ghana, tout le monde s'en souviendra, même dans son temps. La main de Suarez. Mais Suarez, il fait quoi? Il sauve la patrie en faisant ça. Alors, je veux bien certains qui vont le flinguer, etc. Mais combien l'auraient fait? Et derrière, il y a un côté dramatique dans ce qui se passe. Gian qui rate le péno et ils vont gagner sur la panenka d'Abreu, alors que la veille, il n'en met pas un de penalty. Il loupe les trois. Et je crois que je ne me rappelle plus, c'est Eguren qui lui dit Vamos papote, que mañana te necesitamos. Hein. Donc, demain, on a besoin de toi. Et il demande à tirer le penalty, évidemment. Il demande à tirer en dernier. Et Tabarès le regarde d'un air de dire bon. Et tu dis oui. Et il est à côté de Fucile, qui était le latéral gauche. Et Fucile a une voix nasillarde, parce qu'Abreu, c'est un super conteur d'histoire. Et il le disait à la télé. Donc, en gros, Fucile a une voix nasillarde. Et donc, le gardien du Ghana, il avait l'impression, Abreu, mais il dit j'avais peur de dire une connerie, d'être fou. Parce que souvent, c'est le loco. Et il me dit j'avais l'impression qu'il se balançait avant, si tu veux, qu'il plongeait un peu avant. Donc, il lui dit Fucci, regardez, il a plongé avant. Et l'autre, il a une voix nasillarde. Donc, il fait c'est loco. Deuxième penalty, pareil. Fucci, regardez, il a plongé avant. C'est loco. Troisième, pareil. Et là Fucci lui dit en gros, arrête de me casser les couilles et fais-le ton piqué. Fais-le ta panenka. Et il le fait, il le gagne comme ça. Et en plus, ce qui est très ironique, c'est que Munoz, je crois qu'il s'appelle, qui est un commentateur uruguayen très connu, je crois que j'ai un doute, c'est lui au Soleil, j'ai un doute, bref, qui avait vaincu un cancer du larynx peu avant, le commente. Et donc, avec sa voix cassée, il le dit, elle Seba, il l'appelle comme ça, la pica por Dios. Et elle Seba, bah et après il marque, voilà, il se qualifie, c'est exceptionnel, exceptionnel. Je vous conseille à tous de regarder avec ces commentaires-là sur YouTube. La manière dont il le parle, la manière dont il l'amène, c'est exceptionnel. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et ça te montre à quel point le foot est unique au monde en termes d'émotion. Exceptionnel, exceptionnel. Et on vit pour les émotions en tant qu'être humain. Donc c'est pour ça que ce sport, indépendamment de ce milieu gangréné et tout, aura et gardera toujours ces histoires absolument surnaturelles. Quels sont tes premiers souvenirs dans le football romain? Dans l'immeuble où on habitait à Eyrieux, il y avait un locataire qui s'appelait Kofi Sylvestre, qui était un gardien ivoirien qui jouait pour le club local. Et moi, j'allais très souvent chez lui quand j'étais petit. Quand j'avais 4-5 ans, j'étais tout le temps avec lui quasiment. Et on jouait dehors, etc. Donc c'est Sylvestre. C'est Sylvestre. Et c'est pour ça que je voulais faire gardien aussi. C'est pour lui. Donc au début, j'étais gardien quand j'étais petit, donc c'est ça le premier souvenir. Sylvestre. Que j'ai plus de nouvelles depuis 20 ans sans doute, mais que voilà, moi je me souviens de ça. Puis après, mon entraîneur en poussin dans le petit club de Valence, par petite anecdote, il s'appelait Daniel. On m'avait même fait des spécifiques gardiens à l'époque et tout, donc voilà, moi c'est mes souvenirs de foot, c'est la pratique, et c'est ça. Et rapidement, il émergé au basket, quoi, donc émigré au basket. Donc en termes de pratique, après, je jouais jamais. J'avais fait un ou deux entraînements, des fois dans le club local, parce qu'ils m'avaient demandé, ils avaient besoin d'un joueur, etc. Donc je me mettais derrière et je savatais tout le monde, quoi. Mais à la Lugano, quoi. Donc voilà les premiers souvenirs, c'est Sylvestre. Et aujourd'hui, tu regardes à peu près combien de matchs dans une année? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu regardes un match quand tu as envie d'en regarder un. Ouais, quand aujourd'hui. Bon, ça dépend. Si j'ai envie de regarder, je regarde. Là, tu vois, par exemple, j'avais envie d'aller, mais ça, je vais pas pouvoir, ça m'emmerde. Je voulais faire un reportage inside de la sélection syrienne qui va jouer à Dubaï là contre l'Ouzbékistan, la Jordanie en amical. Mais c'est la merde, là, je peux pas y aller, ça me fait chier. Là, j'aurais pu. Ou j'avais Maroc, Centrafrique aussi, ça m'intéressait. Ça m'intéresse, tu veux. Quand je suis allé voir Bahreïn, Irak, Yémen, Arabie Saoudite, Pakistan, Cambodge, ça m'intéresse. Les préliminaires de Ligue Europa, Ligue des Champions. J'ai envie de faire des préliminaires de Coupe du Monde. Alors, j'adorais le faire en Océanie ou dans la zone des Caraïbes, là où tu as les pires sélections au monde. J'aimerais bien le faire avec Anguilla, qui est actuellement dernier au classement FIFA. Je connais l'ancien président de la Fédé, j'ai parlé un peu au président de la Fédé là, l'ancien ministre des Sports aussi, je le connais. Je connais des mecs sur l'île, donc il y a peut-être moyen de faire un vrai inside. En même temps, faire un vrai documentaire, ça pourrait être cool. Mais par exemple, si j'ai envie de me regarder un match de Ligue des Champions africaine, je me le regarde. Si j'ai envie de me regarder un match de Galles Pétia, je le regarde. Mais là actuellement, par exemple, je ne regarde pas vraiment de match, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai pas spécialement envie, quoi. Donc, puis j'ai pas le temps non plus, si tu veux. C'est-à-dire, en plus, n'oublie pas un truc, c'est que bon, quand je suis en saison, moi le soir, j'ai entraînement. Donc j'ai 3 entraînements par semaine à peu près. C'est le soir et le match le week-end. Donc ça limite aussi, tu vois.
pour ça que tu m'entends jamais parler des performances sportives, parce que je regarde pas ces matchs. Puis j'ai pas le niveau pour ça non plus, tu vois? Je pense, en termes d'analyse tactique, je dois pas être le dernier des connards, mais j'ai pas le niveau. Je reste à ma place, quoi, j'écoute. Même s'il y a beaucoup d'imposteurs dans les analyses tactiques aussi, ça j'ai remarqué ça, putain. Mais il y a des gens très intéressants, hein. Tu prends des mecs comme Elton Mokolo, qui est un mec du club des 5 qui est trop très intéressant. Julien Maumont évidemment, Raphaël Cosmidis, Florent Tonucci, Christophe Kuchli, il y en a plein d'autres. Mais eux, c'est des mecs très intéressants que j'écoute parce que je n'ai pas leur capacité à faire le boulot qu'ils sont capables de faire. Tu prends plus de plaisir à mater un match de basket ou à regarder un match de foot? Basket. Mais pas NBA, j'aime pas. La NBA comme ça, maintenant, j'aime pas. Ça me fait chier. Je m'emmerde devant un match NBA. De saison régulière, de playoff, c'est différent. De saison régulière, c'est chiant. Pareil, ils sont chiants. T'es pas nostalgique de la NBA des années 2000? Oui, parce que c'est avec celle que j'ai grandi, donc je vais faire le vieux con. Mais c'est parce que j'ai grandi avec. Si j'avais grandi avec la NBA d'aujourd'hui, je te dirais la même chose dans 10 ou 20 ans. Ouais. On a toujours tendance à le spleen de la jeunesse, à dire que c'était mieux avant. C'était pas spécialement mieux. Par contre, c'est vrai que la NBA a changé. Elle a changé. Après, chacun ses goûts. Moi, j'ai tendance à préférer celle des années 2000. Oui, dans le style de jeu, dans plein de choses. Parce qu'il y avait aussi des mecs qui, moi, m'inspiraient profondément, comme Nash. Mais même moi, j'avais une grande passion pour les meneurs de jeu à la Papa Lucas, le grec, Diamantidis, qui pouvait tout faire. Pour moi, un joueur incroyable. La Bomba Navarro, même si j'aime beaucoup Sergio Llull, attention. Allen Iverson, j'étais absolument fan quand j'étais plus jeune aussi. Jason Kidd, John Stockton, des mecs comme ça, Dikembe Mutombo. Voilà, c'est moi des noms évidemment qui me parlent. Il y a des mecs complètement. Aujourd'hui, tu pourrais plus avoir un Ben Wallace par exemple, qui était Big Ben Wallace des Pistons, défenseur devant l'éternel, du Romal, qui n'était pas si grand que ça en plus, il faisait que 2,8 je crois, Big Ben, mais qui avait les mains un peu. Il avait des mains de plâtrier, quoi. Donc ça n'existe plus vraiment. Puis moi, j'étais abonné à Lasvel aussi quand j'étais plus jeune. J'étais abonné à Lasvel. Moi, j'étais à Strogon, j'étais dans le COP de. Bon, on n'était pas nombreux, mais j'étais dans le COP. Moi. Donc moi, j'ai connu Andrei Kirilenko quand il était encore au CSKA Moscou, dans un match d'Euroleague contre Lasvel, de l'exceptionnel Bill Edwards, qui est peut-être le meilleur joueur que j'ai vu jouer de mes yeux, à l'Astrobal. Un joueur incroyable de l'Arbil. Tu avais Jim Bilba à l'époque, Laurent Sierra, Laurent Pluvy, Greg Bogno comme coach. Ça, c'est mon basket, ouais. Parce que j'ai grandi avec. Donc, si j'aurais pu grandir ailleurs, je t'aurais dit, mon basket, c'est celui-là. Moi, un joueur que j'ai adoré voir jouer en France, c'est Bernard King. Bernard King, c'est un joueur exceptionnel en France. Parce qu'il avait une vision de jeu pas possible. Alors, il avait un caractère un peu folklorique, je le concède. Mais c'était un vrai joueur de basket. C'était un mec qui avait une créativité incroyable, qui était capable de tout faire sur le terrain, qui était un baroudeur, qui avait notamment connu ses grandes années au Havre, qui avait été aussi un petit peu à Lasvel à un moment donné, à l'époque, avec Terrell Laidé, je me rappelle. Il était arrivé pour une semaine des As, il avait tout explosé. Et c'était un joueur fantasque que j'aimais beaucoup. Et je m'en suis aussi pas mal inspiré. Donc, ouais, j'ai plus le souvenir de basket que de foot. Mais par contre, je préfère largement courir un match de foot. C'est-à-dire faire aller sur place. Ouais, largement. Parce que tu as un truc autour du foot qui est incomparable. Incomparable. C'est tellement riche autour qu'à côté, tout le reste paraît fade. Mais si tu me dois choisir, oui, je préfère quand même un vrai match d'Euroleague au Pionir ou, je sais pas, à l'Olympiakos, dans des salles comme ça, aux Algiris Kaunas. Mais évidemment, mais évidemment. Moi, je suis un grand fan dans l'éternel de l'équipe de France de basket. Par exemple, l'équipe de France de foot, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vu la Fédération française, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi de regarder. Ou d'être pour ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas ma France. Ces gens-là, c'est une honte pour la France. C'est une insulte. C'est une insulte. Mais l'équipe de France de basket, je suis le premier supporter. Même si tu as du micmac, hein, mais tu as des gens bien. Tu as des gens vachement bien. Des gens pour qui j'ai du grand respect. Parce que ne serait-ce sur l'équipe de travail, travailler comme un Evan Fournier, attention, travailler comme un Parker, ce qu'il a fait. Boris Dio, les frères Pietrus, Mike Javel, moi j'ai grandi avec ça. Cyril Julien à l'époque aussi, qui était un super joueur, j'aimais beaucoup son bras roulé. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Moi, vraiment, l'équipe de France de basket, oui. Mais par exemple, l'équipe de France de foot, je ne peux pas. Et je te dirais même que je suis contre elle. Parce qu'en fait, les résultats, je ne suis pas contre mon pays, attention. Mais pour libérer mon pays de cette gangrène, il faut qu'il perde. C'est triste, hein. Quand tu as les résultats, tu peux tout faire derrière. Quand tu sais ce qui se passe, c'est un dossier que je travaille, que j'espère sortir bientôt. Et quand le dossier va sortir, tout le monde comprendra pourquoi je dis ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils perdent. Pas pour les joueurs ou le staff ou les fans, mais pour que cette gangrène sorte.
sont protégés par les résultats. Donc je suis contre l'équipe de France de foot, en effet. Pas pour les joueurs et tout, je le redis. Parce que le dossier que je travaille, et les gens comprendront, on ne peut pas accepter ce qui se passe. On ne peut pas, et on est obligé de le combattre, malheureusement. Et c'est triste. Je voulais te demander si tu pouvais nous raconter ton match en Corée du Nord avec des étudiants en langue étrangère. C'est pas un pays où je remettrai les pieds, en tout cas, c'est sûr et certain. Parce que les voyages en groupe, c'est pas pour moi. J'aime bien marcher quand je veux, là, tu peux pas. Mais je vais pas les tailler non plus, je vais pas les critiquer. Ils sont sur la défensive, c'est des grands enfants. Et malheureusement, il y a une grande différence entre la population et les officiels. Mais donc, on a fait ce match, c'est qu'on a des étudiants qui parlaient français. Il y en a un qui m'a quand même dit que j'étais trop agressif, ce qui est assez marrant quand même. Bon, j'ai mis un but rageur en taclant, mais alors techniquement, j'étais nul, mais nul. Mais par contre, ouais, j'ai distribué quelques savates. Et je cours, ouais, ça par contre, pourquoi j'ai pas de problème. C'est intéressant l'échange avec les étudiants, si tu veux. C'était très intéressant parce que, bon, bah, vu qu'ils parlaient français en plus, c'était bien de leur curiosité, mais c'était marrant de voir les officiels flipper de ce que les gamins, les étudiants pouvaient demander. T'as envie de dire, les mecs, décoincés, décoincés, quoi. Et ça, c'est un gros problème, mais j'ai pas envie de critiquer ce pays-là. J'ai pas envie de le critiquer. Si tu veux, ils ont été attaqués, tout le monde les déteste, ils ne comprennent pas, donc ils se mettent dans une position victimaire tout le temps, en ayant l'impression qu'on les attaque et qu'on ne les aime pas. Donc, à partir de là, quand tu comprends ça, tu comprends mieux. Mais c'est un pays où il y a des choses dont on peut s'inspirer. Moi, j'ai vu l'avenue des palais sportifs à Pyongyang, où tout le monde peut venir faire du sport gratuitement, bah, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Tu as des palais sportifs pour toutes les disciplines, ils sont vachement bien faits. Ça, c'est très bien. Cette espèce de démocratisation du sport comme ça, avec des vraies installations, ça, je trouve ça super par contre. Alors, c'est sûr que le reste, le modèle, excuse-moi, pas pouvoir marcher dans la rue où je veux, ouais, non, ça, non, jamais de la vie. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas d'y retourner. Ça ne m'intéresse pas de ce genre de truc. Mais encore une fois, pour ceux qui aiment, par exemple, l'histoire, notamment les guerres, quand tu vois le musée de la guerre là-bas et tout, moi, c'est pas mon truc. Parce que les effets spéciaux à mort, etc., ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, je vais pas les flinguer. Et il y avait des choses intéressantes au niveau sportif. Et après, leur sélection, par contre, tu as de très bons joueurs. Mais tu vois, ça me fait rire parce que pareil, ceux qui disent c'est communiste, t'inquiète pas que le business du foot, ils aiment bien les Nord-Coréens. Parce qu'ils poussent pour que les joueurs ils aillent à l'étranger parce que derrière, ils récupèrent une partie du salaire. Donc communiste, mais bon, quand il y a moyen de faire un billet, ça passe quand même. Hein. Tu vois, c'est un peu comme Cuba. Hein. La soupe, elle est bonne. Communiste, mais bon, s'il y a un peu moyen de faire un billet avec le foot, je le fais quand même. Hein. Tu vois, donc faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Quoi. Mais c'était très intéressant. Après, je compte pas y retourner parce que si tu peux pas marcher où tu veux, ça m'intéresse pas. Tu as été voir un match là-bas? Oui, contre Hong Kong. On a voyagé avec les mecs d'Hong Kong. Écoute, c'était. Bon, après, moi, j'en garde un très mauvais souvenir parce que j'étais malade comme une bête. J'ai pris une gastro, mais t'as même pas aidé. Mais t'as même pas aidé. J'étais mal, mais mal. Et ça m'a poursuivi quand je suis rentré. C'était une horreur. J'ai mis 15 jours à m'en débarrasser. Ce que je dis, c'est véridique. Mais c'était horrible. Horrible. Donc, si tu veux, c'est dur pour moi de t'en garder un bon souvenir avec ça. Puis je suis l'organisateur qui est complètement malade mental. Mais c'est pas la faute des Coréens. Donc, j'ai eu une très mauvaise expérience à ce niveau-là. Mais pour le reste, je ne vais pas critiquer le pays ou même les Coréens. C'est juste que c'était organisé comme de la merde. Voilà, c'est tout. Mais il y avait des choses très intéressantes à voir. Mais après, en effet, c'est pas pour moi. Là, mon voyage en groupe, Taylor, machin, le truc, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Sur la bouffe, c'est une horreur, par contre. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Mais oui, on a vu le match contre Hong Kong et moi j'ai voyagé avec les mecs d'Hong Kong. J'ai fait sympathiser avec 2-3 mecs d'Hong Kong d'ailleurs, le DTN, un ou deux joueurs et tout. J'ai gardé contact d'ailleurs. Donc c'était cool. C'était cool. Romain, on va parler un peu de ton livre qui s'appelle The Beautiful Game, Foot, guerre et Ouais. politique, des footballeurs face au destin. Pourquoi cette envie de parler de ces sujets-là? Parce que ça m'a toujours plu le fait d'aller au-delà du foot, d'utiliser le foot comme une porte d'entrée socialo-culturelle, géopolitique, destin. Donc c'est encore une fois par amour. J'avais envie de faire ça à la base. J'ai envie de parler des nations dont on ne parle pas forcément, etc., à travers un nom de foot. Et ça s'est fait comme ça, parce que j'ai une passion pour l'outsider aussi. Donc voilà, c'est fait naturellement, j'avais cette envie. Et ensuite, bah, à la base, je voulais faire un truc positif après la Mayo Negra.
En fait, quand j'écrivais, j'ai tendance peut-être à capter la noirceur d'âme des gens, je sais pas. Mais je me suis dit: «Ouais, quand même, là, l'autre, il est mort, lui, il a assassiné beaucoup de gens». Enfin, tu vois, c'était pas non plus toujours gay, quoi. Donc au fur et à mesure, The Beautiful Game et la couverture, je l'avais, mais le sous-titre, je l'avais pas. Puis c'est arrivé à la fin. Au final, ce livre, il parle de quoi? Il parle de foot, de guerre, de politique et c'est des footballeurs vraiment face au destin. Il y a une espèce de dramaturgie dans ce livre. J'ai même pas besoin de forcer, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment c'est vraiment une vraie dramaturgie. Et ça se suit, tous les chapitres se suivent. Donc c'est écrit comme un roman, sauf que c'est vrai, en fait. Et c'est de l'investigation avec beaucoup de destin, et cetera. Et honnêtement, j'en suis super fier, tu vois. Mais c'est un mélange de tout ça, en effet. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le sommaire, on se demande bien si c'est un livre autour du foot. Ouais. Les larmes de l'Arabie heureuse, Parfum de Mésopotamie, Les geôles de Saddam, Le Joker du diable, Sous le ciel étoilé de Jakarta, Dans le berceau de la chrétienté, etc., etc. Enfin, vraiment, ça donne ce sentiment-là. Bah, clairement, mon éditeur me faisait la remarque. Euh, il me l'avait dit. Il y a un seul titre qui s'appelle Le football de la patrie pour les Cubains. Mais sinon, tout le reste, ça a des titres de chapitres différents. C'est illustré en plus. Il y a une dessinatrice qui a fait ça, qui s'appelle Marion, que je salue. Donc, en effet, c'est assez original, quoi. Si tu veux, il y a. On s'effoute, attention. Mais c'est vrai qu'on va un peu plus loin, quoi. On va un peu plus loin. Donc, mais je pense que ça va surprendre beaucoup de gens à tous les niveaux, parce qu'il y en a d'autres qui me connaissent pour les magouilles ou pour ci ou pour là. C'est pas un livre de magouilles. T'as des fois du micmac, attention. Mais c'est un livre qui est d'histoire, de grandes histoires. C'était l'idée de faire une suite à Galar Football Club. C'est un mélange entre Galar Football Club et La Mano Negra, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, on approfondit et avec l'exigence que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas la même que ces dernières années, avec tous les contacts que j'ai et tout. Et là, les gens peuvent voir aussi, parce que tu as plein d'interviews de dirigeants, de ci, de là. Et voilà. Et toutes les informations que tu relates qui sont dans ce livre, combien de temps, toi, ça t'a pris pour toutes les rassembler? Bah, en fait, à la base, ça devait sortir chez mon ancien éditeur, mais il y a eu le problème, le fait qu'il ne me paye pas mes droits d'auteur sur La Mano Negra, etc. Donc, et c'était pas sur cette forme-là. Donc ensuite, il fallait trouver un. Donc, je l'ai démarré il y a 2 ans, quelque part. C'est le livre où j'ai passé plus de temps. Le Mano Negra, j'ai plus de temps, mais alors lui, c'est encore pire. Parce que même l'écriture, celui-là, je peux te dire qu'il a été poli. Ouais, j'ai mis tellement d'amour dedans. Mais j'ai mis tellement d'amour. La Mano Negra, j'étais assez content aussi de la manière dont je l'avais écrit. Mais celui-là, je suis vraiment fier. Parce que je l'ai vraiment poli. Tu sais, c'est pas évident non plus de faire des chapitres où tu dois. Parce qu'il faut trouver toujours un fil rouge conducteur. Et moi, je n'ai pas de plan en plus. C'est-à-dire entre la politique, les sociétés, les machins, et le foot, etc. Et il faut que ça sorte avec tous les témoignages que j'avais, tous les entretiens réalisés, les ci, les là. Bon, c'est passionnant à faire, vraiment. C'est un vrai challenge. Puis en plus, j'avais Haïti en même temps, donc j'ai eu 4 mois de retard. Bah, c'est de sortir il y a 4 mois le bouquin. Et ça m'a arrangé, hein, parce que tu le sors en septembre, le livre, admettons, il sortait en septembre, mais c'était magnifique. C'est la meilleure période, vu la situation actuelle. Mais voilà, j'ai fait le choix et j'avais Haïti en même temps. J'avais comme 2 boulots en même temps, mais je terminais à 5 heures du matin. C'est pas une connerie, mon éditeur peut te le confirmer. Je lui ai envoyé les mails à 5 heures du matin. Ma mère est venue ici et là. Enfin, tu savais, j'avais même pas le temps de trop la voir et tout. C'est pas une connerie. J'ai tellement travaillé dessus, mais c'est inimaginable. Donc ça m'a pris du temps parce que pareil, tu as certains contacts, c'était pas évident à voir. Le Yémen, j'ai galéré, mais j'ai galéré, inimaginable. Mais pas parce que c'est déjà un problème, parce que c'est juste le bordel. Et vu l'état du pays, c'est normal. Et finalement, j'y suis allé. Bah, j'ai fait Yémen, Arabie Saoudite. Donc, on va dire que les 2 voyages que j'ai faits, au Qatar, au Pakistan, Cambodge et au Bahreïn, pour Bahreïn, Irak et Yémen, Arabie Saoudite, ça m'a quand même rempli énormément de choses, tu vois? Et après, je peux pas te dire le temps exact que j'y ai mis. Le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai eu 3-4 mois de retard à cause du dossier d'Haïti. J'avais pas le temps, voilà, j'ai fait le choix, voilà, entre un livre et des violeurs, et des pédophiles, bon, je suis allé vite fait, quoi. Est-ce que tu as eu des difficultés à approcher certaines personnes du fait du contexte politique dans leur pays et des gens qui avaient peur de parler, justement? Non, c'est facile de travailler avec les Irakiens, c'est super facile. Les Yéménites, c'est juste le bordel au début, mais après, c'est tranquille. Ils sont adorables, hein, quand tu les vois. Non, les seules difficultés que j'ai dans mon boulot, c'est avec des francophones, avec des Français. Ouais, c'est tout, c'est une réalité. Et des entretiens, j'ai dû en faire 800-900 dans ma vie, hein. Les seuls problèmes que tu rencontres, c'est avec des joueurs qui sont baignés dans la culture française, dans le foot français ou belge. C'est une horreur. Pas de respect, c'est une horreur. Je ne peux pas te dire autre chose, c'est une horreur. Moi, je veux pas, même dans c'est tellement facile de travailler avec l'Amérique du Sud, c'est tellement facile de travailler avec le Maghreb, c'est tellement facile de travailler avec
Le Moyen-Orient pour moi aussi. L'Asie en Caraïbes et Océanie, des fois, c'est dur à cause des connexions internet. C'est pas trop internet. Mais sinon, c'est super facile. La Syrie, par exemple, là, je travaille un peu, tu sens que c'est touchy le sujet. Mais bon, ça va, parce que bon, j'ai eu 2-3 contacts qui m'ont introduit, et cetera. Donc ça va, si tu veux. Mais c'est facile de travailler avec des pays comme ça. L'Afghanistan, c'est peut-être le plus facile à faire. La Libye, c'est pas dur non plus. C'est super facile ces pays-là. C'est tranquille. Mais va travailler, j'ai un exemple concret. Parce que j'ai déjà commencé à travailler sur la suite. Et je veux parler de la Centrafrique. Donc bon, je connais quand même des gens qui m'introduisent, qui me disent contactez de ma part. Ok. Le père de Kondogbia, qui est né en Centrafrique, qui a une mémoire vivante, puis une Bible vivante sur le football centrafricain. Mais le mec, il me met en vue. Le mec me met en vue. Je l'ai relancé, vu. Ola Genzayam ici, alors peut-être que c'est ma faute. Il me répond pas, il me dit ok, jeudi. Je l'appelle le jeudi, rien, pas de réponse. Je lui envoie un message, rien, pas de réponse. Ni bonjour, ni merde. Qu'il a oublié, je sais pas, si tu veux. Mais dans le même temps, on m'avait donné. J'avais contacté un ami qui a un Uruguay, qui tient une librairie de foot à Montevideo. Je lui ai dit t'aurais pas le contact de Luis D'Agostini, qui est un gardien uruguayen qui a été naturalisé pour jouer avec la Libye à l'époque, sous Kadhafi. Bon. Il me dit non, mais je vais donner le contact de Jorge, un auteur qui l'avait interrogé, etc. Je le contacte, j'ai lu ses livres et tout. Il me dit attends, je vais te retrouver son numéro, parce qu'il n'est pas le bon. Il me retrouve le numéro, je contacte Louis, il me dit pas de problème, je te réponds, enfin l'entretien magnifique et tout. Le mec, sans que je lui demande, il me donne les contacts en Libye. Et le même jour, j'ai. Tu vois, je suis pas uruguayen. Je me dis, on a un gros problème. Et je te dis, c'est un exemple comme parmi d'autres, mais il y a toujours des problèmes avec des joueurs français. Toujours. Ou des mecs qui ont grandi dans la culture du foot français. Il y a toujours un problème. Toujours un problème. Pas tous, attention, mais à chaque fois que je travaille sur leur sujet-là, si j'ai le choix, je ne prends pas de francophone. Toujours le bordel. Toujours le bordel. Toujours il y en a qui va te faire chier ou machin. Ou un agent ou un frère. Je les emmerde. Et vu que je passe pas par les voies officielles, mais sans il y en a, tu vois, c'est tranquille. Hein. Mais t'en as, c'est des sacrés. Enfin, ils se prennent pour je sais pas quoi. T'as envie de leur dire, relax. J'ai envie de leur dire, avec tout le respect que j'ai, qui s'intéresse pour faire un sujet positif et long poussé sur la Centrafrique, franchement. Franchement. Si tu veux pas le faire, au pire, tu me le dis. Tu me laisses pas en vue. David Villa, je lui envoie un message, il me répond. Et le père de Kondogbia, non, il me met en vue. C'est pas parce que c'est moi. C'est juste, je parle pas de Geoffrey en plus. C'est juste pour parler du football centrafricain, de sa jeunesse, etc. C'est un truc quand même plutôt positif, tu vois. Enfin, même pas tu réponds, même pas tu dis bonjour, même pas tu dis merde. Ok, ouais, d'accord. Tu veux que je te dise quoi? Et en plus, je venais de la part de quelqu'un, tu vois. Pas genre en plus, tu vois. T'es introduit par quelqu'un pour faciliter la mise en relation. Mais bien sûr. Mais je peux te faire des problèmes. Pareil, nation d'Afrique francophone. Si les mecs ont été vraiment trop en France et tout, à chaque fois tu vois. Je te jure que c'est vrai. C'est pas pour faire genre, c'est une réalité. C'est une réalité. Là, tout ce qui touche au foot français, là, c'est une horreur. Après, je peux comprendre, mais, mais moi, ça me pose un problème. Dans mon boulot, je te dis, c'est plus facile pour moi de travailler sur l'Afghanistan que de travailler sur la France. Et je te donne un autre exemple concret. C'est plus facile de travailler sur les abus sexuels en Haïti qu'en France. Ce qui veut te dire beaucoup sur le pays. Est-ce que tu as reçu des menaces dans ton travail suite aux sujets sensibles que tu traites? Ouais, je les emmerde. Oui, oui, oui. Bah, si tu veux, oui, on me stalk, on me harcèle, on me menace, notamment sur Haïti. On utilise même mon chat pour faire des comptes avec lui, pas avec ma gueule. Enfin, sûr, ils ont foutu un bordel pas possible à ce niveau. J'ai été piraté. Ouais, oui, je les emmerde. Ils ont touché des gamins, donc je m'en fous. Ils peuvent me menacer autant qu'ils veulent. Je veux dire, au bout d'un moment, en fait, on va attendre quoi? Il y en a qui me disent ah, t'es courageux, mais je suis pas courageux, en fait, c'est normal. C'est les autres qui sont trouillards. C'est normal ce que j'ai fait. Quand tu as le pouvoir de faire quelque chose et que tu ne fais rien, quand il y a des enfants en jeu, tu es complet, je suis désolé. Je suis désolé. Et le jour où ça arrive à ton gamin, tu vas crier. Mais en gros, c'est quoi la morale? Ton gamin peut pas le toucher, mais le gamin du voisin, il peut se faire enculer sans vaseline? C'est ça la moralité? Bah non. Donc, si je dois recevoir des menaces parce que je travaille sur des abus sexuels sur mineurs, bah ok. Et après, là, il y a un. Mais des fois, je reçois des appels, mais c'est des mecs, genre pour 2 phrases dans un live, type Jean-Louis Leca, qui veut même m'appeler, machin, etc. Parce que j'ai dit qu'il avait une grande influence à Lens. Je m'en branle, il peut m'appeler. Et je lui dis la même chose. Après, il est allé répéter à son directeur général, machin et tout. Le team m'envoie des messages de je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Des fois, c'est rare, mais des fois, j'ai des trucs comme ça. Mais j'en ai rien à cirer. Moi, ils peuvent m'appeler, pas de problème. Sans souci.
Et du coup, toi, tu le vis comment au quotidien? Je les emmerde. Non, je les emmerde. Je les emmerde. J'en ai rien à cirer. Surtout quand j'ai rien dit, si tu veux. C'est-à-dire que les mecs, ils me font chier parce qu'attends, tu te rends compte, Jean-Louis Leca qui m'emmerde pour me dire: «Ah, tu dit que j'avais une influence colossale, je sais pas quoi, machin, il y en a un qui m'appelle, qui prend mon numéro et tout». Je suis en train de me battre avec des pédophiles et parce que j'ai dit que Jean-Louis Leca avait de l'influence à Lens, le mec, il m'appelle. Genre pas content. Mais j'ai autre chose à foutre que de penser à Jean-Louis Leca. Juste pour avoir répondu à une question sur Lens en disant qu'il avait de l'influence. J'ai quand même pas en plus, tout le monde est au courant quand même. Je veux dire, j'ai rien dit. C'est pas le mec me fait et après j'ai un dirigeant du club qui m'écrit, limite pour me menacer, qui veut m'attaquer, mais attaque-moi, y a pas de problème. Attaque-moi, j'en ai rien à foutre. Donc si tu veux, c'est quoi cette mentalité? Et surtout Jean-Louis Leca qui va répéter ce que je lui ai dit à ses dirigeants et qui après me dit: «Je suis un bonhomme». Ah, tu un bonhomme toi? OK. Ouais, je tu pas au courant alors. Donc quand tu vois ce genre de comportement-là, tu te dis: «Putain», tu te dis: «Waouh, mais j'en ai rien à foutre de ces gens-là, j'en ai rien à cirer. Je m'en fous, je m'en fous». Je te le dis pas, je me prends pas pour un héros, mais ça me passe au-dessus. Je reçois très rarement en plus des menaces, je reçois plus des mecs qui me lèchent les couilles. Excuse-moi l'expression, mais c'est une vérité. Des mecs qui sont là, faux cul, et cetera, hypocrites. Donc c'est très rare, je reçois des ou des gens des fois qui m'appellent pas contents, moi je leur dis la même chose. Je leur dis la même chose. Je m'en fous et il faut être cohérent. Souvent il y en a qui t'appellent il y avait un mec, Tournassar qui m'avait appelé. Genre il voulait me voir et cetera, je me dis: «Il y a pas de problème» et c'est moi qui lui ai mis un coup de pression. Parce que je sais exactement, les trucs qu'il fait. Donc tu as eu un mec autour de Nasser un jour qui m'a appelé, je garderai son nom quand même. Nasser, le président du PSG? Oui, oui, un mec autour de lui, ouais. Nasser qui croit que je suis espagnol et que j'écris un livre autour de lui quand même, ce qui est quand même putain, les mecs qui le renseignent, des fois je me pose des questions quand même, hein. Mais sinon non, j'ai jamais reçu je reçois pas de menaces moi, c'est rare. Il y en a qui m'ont fait croire qu'il y avait des Albanais qui voulaient me tuer, je sais pas quoi. Bon, pas de chance, c'est qu'en Albanie, j'ai les réseaux pour savoir si vraiment il y allait avoir un problème, il y a jamais rien eu. J'ai reçu des gants de moto à la maison, mais faut arrêter, on n'est pas dans un film, hein. Personne qui va venir et qui va me tirer une balle dans la tête, hein. Faut arrêter de croire ce genre de truc, hein. Les menaces, elles seront au niveau juridique, elles seront pas à ce niveau-là. Après, tu avais reçu aussi un appel anonyme qui n'en était pas un du président du MK Ouais, Étanchéité. à l'époque de MK Étanchéité, ouais, qui me menaçait de mort, mais c'est des guignols, ces mecs-là. Le mec, il a fait de la prison, Max Moquet, il s'appelle, pour la petite anecdote. Il avait oublié de m'appeler en masqué, donc je savais que c'était lui. Non, mais quant à ça, le problème, c'est que dans le milieu du foot, souvent, on te met un coup de pression, les mecs, ils se font, ils peuvent m'en mettre une, non, j'ai pas de problème. Et je te dis, ça fait pas de mon héros, c'est juste, je suis sur les dossiers de pédophilie, qu'est-ce que je vais prendre au sérieux? L'autre qui est pas content parce que j'ai dit qu'il avait une mais je m'en fous, mais je m'en fous. Si je commence à être démoralisé là-dessus, on arrête de vivre en fait. On arrête de vivre, on arrête de vivre. Et j'ai reçu plus de menaces dans le milieu des médias que dans le milieu du foot d'ailleurs, au passage. D'accord. Ouais, ouais. Tentative de chantage et tout ça, ouais, par contre, ouais. De 2 journalistes de l'équipe d'ailleurs, dont je vais pas dire le nom. Pas sur moi, mais sur une personne que je connais. D'ailleurs, si vous parlez à Molina, si Molina continue à voir sa gueule, on va te flinguer. Enfin, ton frère en l'occurrence. Ouais. Donc je préfère les mafieux du foot aux pratiques journalistiques. C'est un peu de salle deux ambiances. Non, c'est juste des menaces par d'autres, et cetera, parce qu'ils pensent moi je m'en fous. Parce que les gens se rendent pas compte, mais par exemple, Henson qui a venu Unai Emery, mais je m'en fous d'eux, en fait. Tu sais, ils chient comme toi et moi, hein. Ils ont 2 bras, 2 jambes, hein. Je vais pas faire ami avec eux, je m'en fous. J'ai jamais rien à leur demander. Je m'en fous. Je m'entends bien avec leur frère, ouais. Mais Walter, je l'ai flingué publiquement, je le flinguerai en privé aussi, parce qu'il a fait n'importe quoi cet été. Je m'en fous. Les gens, ils pensent parce que ça brise, que c'est vrai, tout le monde fait ami, mais moi, je m'en fous. Moi, mes amis dans le foot, c'est des gens pas connus. Concernant le frère de Cavani, je t'ai trouvé plutôt juste dans tes propos sur sa gestion du transfert d'Edinson cet été. Mais oui, c'est une catastrophe, il s'est comporté comme un enfoiré. Ça n'empêche pas que c'est un mec que j'apprécie beaucoup, mais cet été, il a fait n'importe quoi. Bah, faut le dire, c'est tout. Je m'en fous. Et si un jour Walter il m'appelle, je lui dirai de la même manière. Je l'ai pas eu depuis un moment, on n'a pas parlé depuis un moment, mais si je l'appelle, je sais qu'il me répond, si tu veux, mais ça m'intéresse pas. Là, je vais lui dire quoi, Walter, là, actuellement. Moi, si je vais en Uruguay, je lui dis, je pense, tu vois, on va se voir, etc. Bien sûr.
Mais sinon, le reste du temps. Faire ami-ami et coller les gens pour des infos, pour je sais pas quoi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que les gens, et je comprends, peuvent ne peut-être pas l'imaginer. Moi, mes meilleurs amis dans le foot, c'est pas des gens connus. Tu vois? Ça m'intéresse pas le paraître et tout, je m'en fous. Je voulais m'intéresser brièvement à tes méthodes de travail. Tout à l'heure, on a parlé des menaces que tu pouvais avoir dans le cadre de tes enquêtes, de tes échanges. Et je voulais savoir Mmh. si toi, tu utilises des messageries cryptées ou à l'inverse, tu es à découvert. Non, j'ai un système, mais j'ai surtout, au cas où il m'arrive quelque chose, j'ai un protocole qui se libérera. Et je souhaite à personne dans le milieu du foot, quoi. Et du journalisme d'ailleurs. Donc, j'essaye de pas être paranoïaque, mais oui, j'ai des trucs, oui, quand même, oui, j'ai des trucs. Après, tu vois, je suis un mec tranquille, j'ai toujours l'impression que quand quelqu'un me contacte, c'est pour niquer quelqu'un d'autre ou m'avoir moi. Et je sais très bien que je n'ai pas la science infuse et qu'on s'est déjà servi de moi, ce qui est normal, parce que je peux pas tout savoir, même si j'essaye d'être le plus honnête possible. Et je pense que je le suis vraiment. Mais sauf que ce serait prétentieux de ma part de dire qu'on m'a jamais niqué. Ce serait très prétentieux et vaniteux et j'ai pas cette prétention-là. Heu, donc, ouais, après j'ai 2-3 trucs, mais si tu veux, je comment je pourrais t'expliquer? J'essaie de pas être paranoïaque. Oui, j'ai des systèmes, mais pas voilà. Par contre, moi, j'ai jamais utilisé tout ce qui est hack et cetera. Ça, je me suis toujours refusé. Ah, et je sais qu'il y en a qui m'avaient même proposé et tout, moi j'ai toujours dit non. Parce que ça j'ai toujours refusé, parce que j'ai toujours pensé que c'était, indigne, voilà, ça, donc ça, je m'y refuse. Ça, jamais je le ferai. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler de ton enquête qui est parue dans le journal anglais du Guardian concernant les agissements du président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean-Bart Didadou. Ah, Dadou, ouais. Ouais, bah écoute, ça fait plus d'une vingtaine d'années à peu près qu'il viole ou oblige des filles, parfois et souvent mineures, à avoir des rapports sexuels avec lui, ouais. Il a enfanté plusieurs joueuses, certaines ont même dû avorter, mais il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs dans la fédération. Tu as un espèce de réseau pédophilo de criminels sexuels, voilà, parce qu'il y en a aussi, c'est pédophile, dont l'ancien ministre des Sports qui abuse des petits garçons. C'est une horreur. Honnêtement, c'est le réseau Epstein appliqué au foot, quoi. C'est une horreur. C'est une horreur. Récemment, parce qu'on est plusieurs à travailler sur le sujet, si tu veux. Bon, dans le Guardian, c'est moi qui fait le dossier. Il y a deux autres personnes qui sont avec moi, mais on va dire que le suivi des familles, s'il est là, c'est moi qui le gère. J'ai un ami haïtien qui m'aide, un type super, un ami. Une personne de Human Rights Watch, Minky Warden. Une avocate dont je tairai le nom qui s'occupe aussi. On est quatre, on va dire, vraiment à travailler là-dessus. Et c'est à un moment donné, on a fait donc avec le cabinet d'avocats, on a fait un Zoom. Et elle a fait une arborescence du nombre de victimes. Mais là, tu prends conscience du truc. Tu vois plus de 50 noms. En rouge, c'est les perpetrators, donc les rapistes, les violeurs et tout. Tu vois qu'il y en a une dizaine, les complices, tu flippes. Mais c'était la folie. C'est des gamines de 14 ans qui ont dû avorter. Il fait acheter par une femme de la lingerie fine pour des gamines qui ensuite font des numéros de pole dance pendant que les dirigeants se masturbent devant elles. Des gamines de 15 ans. Ils appellent ça le bikini show. C'est inhumain, inimaginable. C'est des trafiquants de drogue et d'armes qui gèrent la Fédé. En plus de ça, ils font partie d'un cartel qui s'appelle la Familia. C'est inimaginable. Inimaginable. Et on est au milieu de tout ça. Donc oui, c'est. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'horreur même. De l'horreur. Et si je ne comprends pas d'ailleurs que. Je pense quand même que la FIFA, dans son jugement final, fera ce qu'il faut, mais c'est tellement dur, il y a tellement de menaces pour les gens en Haïti, même ailleurs. Je veux dire, c'est recevoir des messages de filles qui ont été vraiment menacées de mort parce qu'on a donné de l'argent à certains pour les tuer. Vraiment, c'est un miracle qu'il n'y ait toujours pas de mort d'ailleurs. On a quand même pas trop mal travaillé en termes de confidentialité, mais c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais quand on t'appelle en pleurs et qu'on te dit quelqu'un va me tuer demain? Qu'est-ce que je fais? J'ai connu cette situation-là, c'était un dimanche. Et bon, on a réussi à faire intervenir les gens. Pour le moment, entre guillemets, tout se passe bien, mais on n'est pas aidé, quoi. On n'est pas aidé. Et malheureusement, si tu n'as pas de scandale international, il n'y a rien qui se passe derrière.
La première réaction de certaines personnes à la FIFA, c'était de dire que les filles, elles ont été payées, tu vois? Genre, c'est un complot. Parce que c'est des gens qui vivent dans le complot, parce qu'eux-mêmes font des complots. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, vu qu'ils agissent que dans le dos, ils peuvent pas penser, que quelqu'un agirait par bonté. C'est pas possible. Et ce que je te dis, je le tiens de plusieurs personnes de la FIFA, qui te disent: «Mais ça se passe comme ça chez nous». C'est pareil à la FFF et tout. Donc c'est un dossier évidemment qui m'anime profondément, comme tu t'en doutes, et qui est dur, qui est dur. Personne n'aide, je te donne un exemple tout con, mais moi j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de certaines personnes pour aider à loger quelqu'un en France. Je vais pas faire un dessin, je pense que les gens comprendront le pourquoi du comment, mais c'est la croix et la bannière. Des gens à qui j'ai rendu des services, mais tu même pas aidé. Mais quand je te dis: «Tu même pas aidé», tu même pas aidé. «Ah non, je peux pas, ah non machin», OK, d'accord. Et je me retrouve à me faire chier et c'est des gens limite que je connais à peine qui m'aident, quoi. C'est-à-dire, faut que je trouve encore quelque chose, parce qu'on n'a pas d'aide, on n'a rien. Donc c'est dur. Ça, c'est beaucoup, mais c'est pas du travail journalistique que je fais, c'est du travail humain, c'est littéralement, je fais tout le dossier de A à Z, avec mon administrateur, mais littéralement, le suivi, tout. Ça prend un temps infini, c'est un boulot à plein temps. Je fais ça, sur mon temps «libre» entre guillemets, je prends tout, voilà, je termine le nombre d'heures à 4-5 heures du matin, nombre de fois, mais des gens ont pas aidé. Pour mettre en sécurité des gens, mais sauf que moi je suis pas formé à ça. Je suis pas formé à ça. On n'est pas formé à ça. Et on a dû agir, on a dû trouver, des fois tu dois mettre des coups de pression à certains, tu sais, c'est une histoire c'est une histoire de fou furieux. Tu dois boire les émotions des gens au vu des parcours de vie. Ah, quand tu as un mec qui, enfin ouais, il y a un mec, je pense, qui te dit qu'il a été violé à l'âge de 10-11 ans, ouais, c'est chaud, ouais. Puis même une fille, à un moment donné, elle a voulu vraiment se confier, elle a commencé à parler, elle était en pleurs, tu sais. Et mon ami, il me traduit parce qu'elle parle en créole, mais c'est dur. Bon, je le comprends un peu le créole, ça va, mais et là, tu veux réagir comment? Et on a fait un boulot qui est, je pense, très humain, et les gens se rendent pas compte de ce que c'est derrière. C'est pas simplement avoir les confiances, c'est bien plus que ça. On a vraiment fait des trucs, ce sera fini ce dossier-là, je le raconterai parce que derrière il y a le plan. En fait, on a une stratégie. C'est pas un truc journalistique, si tu veux, c'est vraiment un truc humain. J'ai l'impression qu'on est dans un épisode du FBI, quoi. Je dis ça littéralement, et là, c'est là où tu vois les gens sur qui tu peux compter. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup de paroles, et quand c'est du concret, il y a rien. Il y a rien. Là, quand j'ai besoin d'aide, pas pour moi, mais c'est caché. J'ai dit: «OK, je retiens, je retiens». Maintenant, quand vous m'appelez pour des numéros, des informations, vous allez bien vous faire foutre. Ça, jamais je pardonnerai. Ça, par contre, sur ça, je suis très, très touchy. Jamais je pardonnerai. Tu aides pas un dossier pareil alors que tu peux le faire? OK, pas de problème. Parle de pédophile. Peut-être pas les enfants? OK, pas de problème. C'est fini. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Maintenant, quand tu auras besoin d'une info, ah désolé, je sais pas. Même si je sais. Fini. Voilà. J'étais trop gentil. Et sur ça, je rigole pas. Ses propres valeurs que tu portes, ce qui fait que tu es assez authentique et transparent dans ta manière d'être. Et si on te trahit, on perd ta confiance. Et les gens font que trahir. Le nombre de gens que j'ai aidés dans ce milieu, le nombre de gens que j'ai aidés dans ce milieu, pour voir des gens te cracher à la gueule derrière, mais tu as envie de péter les plombs. Qui a dit, franchement, et s'il y a des gens qui écoutent, il y en a qui pourront confirmer que ce sont des étudiants, des petits médias, des gens, le nombre de numéros que j'ai filés de compte, appelle-le de ma part, le ci, le là. Ça me paraît normal. Tu es dans le partage. Tu es dans le partage, tu mets les C'est gens. normal. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est normal. Mais là, sur Haïti, là, je deviens fou. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui auraient pu m'aider, qui auraient pu aider une personne à monter. Ils ne l'ont pas fait, volontairement. Parce que ce joueur, il n'avait pas envie de se faire chier ou je sais pas quoi. Mais là, ça me rend fou. Là. Ouais, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je m'en fous. Mais encore une fois, ce que je fais, c'est normal. Pas de... Ce qui n'est pas normal, c'est en fait de ne pas aider. C'est pas moi qui suis incroyable. Je suis juste normal, en fait. Pas une question de valeur, c'est une question juste d'ouvrir les yeux. C'est tout. Il n'y a pas de valeur à avoir quand on parle d'enfants et de gens qui risquent leur vie. Ou alors on ne vit pas dans le réel. Alors, ce qui est quand même assez étonnant et paradoxal, c'est que ces sujets-là que tu soulèves ne fassent pas d'écho dans des médias francophones.
tu sois obligé de passer par des médias Non, mais anglo-saxons. c'est volontaire, je passe à l'étranger, c'est volontaire. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux mettre ton nom, gagner de l'argent ou est-ce que tu veux avoir un changement? L'idée, c'est qu'il y ait un changement. L'idée, c'est d'aider. On ne pourra jamais redonner aux victimes leur nuit sans cauchemar, leur innocence et leur virginité. Mais on pourra un minimum essayer de leur donner un minimum de justice, même si tant est qu'il y a une justice quand tu as été violé à l'âge de 10-11 ans. Mais bon, là, pour le coup, c'est pas par Dad, c'est par une autre personne. Mais la seule manière, c'est un scandale international. C'est triste à dire. C'est la seule manière de faire bouger les choses. Et en fait, je me suis servi de l'exemple de l'Afghanistan. Je te parlais tout à l'heure avec celui d'Irak et c'était au Guardian, donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. C'est tout. C'est tout. Puis aussi en France, moi, quand je parlais des sujets, on me répondait même pas. Donc, je ne sais pas me prendre la tête à les supplier. J'en ai rien à cirer d'eux. Je m'en fous. Je ne cherche même pas à travailler en France. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je respecte, hein, attention. C'est juste, ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que moi, je vais jamais me poser en victime. Ah, je suis pas invité. Non, ça ne m'intéresse pas. Si on m'invite pour parler d'un truc, pas de problème, si tu veux. Mais je n'irai pas courir une invitation. J'en ai rien à cirer. Parce que ça aussi, il faut être cohérent. T'en as plein qui se disent anti-système, indépendant, etc. Et pour une invitation, ils passent sous le bureau. Ah, ben, sois cohérent, mec. Respecte ta dignité quand même. Tu vois. Moi, je te dis, je m'en fous d'avoir mon nom ici. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière comment faire changer les choses. Le vrai but de cette affaire-là, c'est qu'il y ait une justice et qu'on mette des criminels sexuels en prison. Avec derrière, il y a plein de. Enfin, je ne peux pas t'expliquer tout le plan, mais derrière, on a une vraie stratégie qui dépasse évidemment un point de vue journalistique. Et le deuxième point, c'est d'avoir d'autres affaires, parce qu'il y a d'autres affaires d'abus sexuels sur mineurs qui concernent les fédérations. C'est d'aller au bout sur ces affaires-là, de libérer un peu la parole, et ensuite d'obliger la FIFA à faire changer ses statuts, ses règlements sur la prise en carte des investigations, etc. Le vrai but, il est là. C'est afin d'avoir. On ne pourra pas changer le monde, je ne pourrai pas changer le monde. Mais avec d'autres personnes, on travaille pour ça, pour qu'il y ait un minimum qui est fait vis-à-vis de la protection des enfants. Et du coup, toi, tu as associé la FIFA dans tes démarches? Et si oui, quelle position Mais je les avais contactés à la base, mais je les contacte à la base pour leur dire avant que ça soit publié. Et le lendemain de tout ça, je reçois un appel d'Haïti. Tu as un des dirigeants de la FIFA qui a appelé les mecs d'Haïti pour leur dire faites gaffe, c'est chaud, il y a ça qui va arriver sur vous. Comment tu veux que je travaille avec des gens pareils? Je suis en contact avec certains de la FIFA. Sur ça, je leur ai même donné des numéros, etc. Mais à la FIFA, tu as des gens bien et tu en as d'autres, c'est des crapules comme tu n'as pas aidé. Tu as la FIFA Pro qui a aidé après avoir lâchement botté en touche, qui après a bien réagi, notamment par l'intermédiaire d'une personne que je remercie, qui a bien fait. Mais sinon ils ont la FIFA a une équipe sur le terrain en Haïti, mais bon. Voilà, quoi. Donc moi, j'ai donné des numéros, oui, ici et là, bien sûr, mais bon. On va dire que pour certaines personnes de la FIFA, je suis pas très. Je suis pas le mec spécialement, tu vois, bien vu, quoi, même si. Mais voilà, après, il y aurait beaucoup à dire. Mais je te dirais juste un truc, c'est que l'Afghanistan, ils étaient au courant 6 mois avant et qu'ils n'ont rien fait, et que c'est un scandale international qui les a fait bouger. Donc ils savaient qu'il y avait des viols, ils n'ont rien fait. Voilà, avec ça, je t'ai tout dit. Donc c'est une question d'image et de com au sein de la FIFA. C'est juste de l'image, c'est tout. De l'image et des votes. Ils en ont rien à foutre. Le reste. Pas tous, je te parle des dirigeants. C'est une horreur, mais c'est une horreur, c'est un cartel. C'est pas du foot. Il n'y a pas de foot à la FIFA. Il n'y a pas de foot. Moi, j'ai le rapport confidentiel fait par PwC sur l'audit de la CAF. Mais tu le lis, tu te dis comment ces gens sont en liberté. C'est association de malfaiteurs, c'est tout ce que tu veux. Au Soudan, ils ont apporté plus d'1 million en cash maintenant. Carrément, on donne en cash. Plus d'1 million d'euros. Mais tu vois, je vois ça où? Tu vois, les détournements de fonds, ils ne savent pas où passer les 3 quarts des subventions. Le rapport, il est incroyable. Ça clignote rouge de partout. Ils ont mis des trucs rouges. Tu te dis comment il laisse ça? Comment c'est possible? Un jour, je le sortirai, ce rapport. Et tu flippes. Tu vois très bien que le foot n'a rien à voir à la FIFA. Tu enlèves le foot de la FIFA. Ça n'existe pas pour la FIFA, le foot. C'est un prétexte pour du pouvoir et de l'argent. Ça n'existe pas. C'est ce que je te dis, le rapport le dit. Projet Gaulle, pareil, projet Gaulle. Au Pakistan, 8 projets Gaulle. Ils en ont des millions, il y en a un seul qui s'est fait. Ils en ont des millions, en 20, ils n'ont rien dit, c'est pas grave. Parce que derrière, il y a des votes. Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer du foot? Ils en ont rien à cirer. C'est terrible, mais c'est terrible. Ça me fend le cœur de te le dire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Voir le FIFA Gate qui s'est passé en 2015, 2016, etc., dans la zone CONCACAF et d'Amérique du Sud. Regarde le nombre de dirigeants de clubs impliqués, de fédérations impliquées. Mais regarde la corruption généralisée. L'un des patrons du FBI avait dit, il y avait un rapport qui était sorti, que le football international est gangréné jusqu'à la moelle depuis plus de 40 ans. Qu'ils n'ont jamais vu ça en termes de corruption. C'est inimaginable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le foot est un monde, mais c'est criminel, l'industrie footballistique. Il n'y a aucune différence avec le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, à part que c'est légal. Mais littéralement, l'industrie footballistique n'a pas de différence. Il n'y en a pas.
Et je suis désolé, les exemples, je peux te les citer en dizaines et dizaines. Tu mets 10 minutes sur Internet, tu commences à taper quelques mots de quelques trucs, tu te rends compte de la criminalité de ce milieu. Et personne ne te dit rien. Personne ne te dit rien parce que politiquement, c'est protégé. Et que tout le monde mange dans la même soupe. Et que ça arrange tout le monde. Mais la vérité, c'est ça. Prénom l'a fait de Madagascar, il est recherché, il a un mandat d'arrêt. Tu crois qu'il est où là? Il est entre la Suisse et la France. Le mec, il a un mandat d'arrêt. Il est soutenu par la FIFA. Ah d'accord, ils mettent la pression sur le gouvernement. Ah ok, d'accord. Très bien. Ok. Ça, c'est des exemples concrets qui te montrent le problème. En Mauritanie, le président de la Fédé, il a détourné des sous qui devaient revenir au club. Ça fait 2-3 ans que la FIFA a le dossier. Je crois qu'ils ont dit quelque chose? Non, rien. Détournement clair et net. Hein. Tu as une décision de la Cour suprême mauritanienne. En même temps, le mec est puissant. Le dossier, il est impas. Non, non. On le protège. Ah, ok, d'accord. Et du Je suis coup, désolé de mettre une ambiance comme ça. la FIFA, c'est une organisation qui draine beaucoup d'argent. Et à contrario, les conditions de vie dans le centre technique national de Croix-des-Bouquets, elles sont abominables. Alors du coup, la question que je me Mais bien pose, sûr. c'est quid des fonds du programme Forward alloué par la FIFA? Bah, c'est le fils du président qui a une procuration et qui s'en donne à cœur jour. Voilà. C'est détourné de partout. Mais ils le savent. Hein. Ils le savaient. Bien sûr qu'ils le savaient. Mais quand tu arrives, il faut imaginer quand même le délire. Donc ça fait que les filles, même pour les serviettes hygiéniques, il y a des problèmes. Enfin, il n'y a pas de drap, la nourriture, tu n'en manges même pas. Des fois, elles ne mangent pas, elles mangent une fois par jour. Mais ça va vomir. Et eux, t'inquiète pas qu'ils mangent bien, ils ont un docteur privé, etc. Mais ça va vomir, c'est à vomir. C'est à vomir. Je ne peux pas te dire autre chose à part c'est à vomir, c'est inimaginable. Inimaginable. Tu Des- parles à des gens du centre qui ont été, mais t'expliques, mais tu n'y crois pas. C'est pas possible. Ces filles-là, ce sont des esclaves. Ce sont des restes avec quasiment. C'est-à-dire que même si elles ont une jambe cassée, si l'autre te dit tu joues, tu joues. Autrement, il te dit tu retournes à la rue. Parce que la vérité, c'est que les gens qui font du foot en été, c'est les enfants pauvres, la plupart, qui vont au centre. Parce que ceux qui sont un peu plus aisés, ils vont pas au centre, ils vont pas avec la fédération, il y a des clubs privés. La vérité, elle est là. Parce qu'on exploite la misère des gens sans problème. Il y a des inspecteurs de la FIFA qui se sont rendus sur place et ils n'ont rien constaté. Je préfère pas répondre. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il y a des instructeurs FIFA arbitres qui ont reçu des jeunes arbitres comme objet sexuel lors de leur visite à Haïti. Voilà. Je sais pas s'ils sont au courant, mais en tout cas, ça existe. Et tu as un responsable du football international, un membre qui fait partie d'une confédération, qui est dans le bureau dirigeant, qui avait aussi obtenu une fille quand il est arrivé là-bas, dont j'ai le nom. Hein. Voilà. Epstein appliqué au foot. En fait, ça dépasse le stade de la fédération haïtienne. C'est qu'aujourd'hui, tu as des filles qui sont complètement. Qui en fait te disent qu'elles n'ont pas été abusées, que pour elles, en fait, c'est normal que si on leur donne quelque chose, elles doivent donner une performance sexuelle parce que c'est tous les repères et les cadres qu'elles ont connus depuis l'âge de 14 ans. Tous les jours. Puis elles se sont construites dans ces schémas-là. Exactement. Romain, je vais t'inviter à nous parler de ta dernière enquête, parue dans le journal américain du Times, et qui met en cause la Fédération française de football. Bah ouais, bon, écoute, c'est juste un apéritif. Et les vrais dossiers, j'espère qu'on les finaliser très rapidement, mais oui, c'est une. La Fédération française, c'est un scandale, une honte. Un scandale, une honte. Tu as des plaintes pour harcèlement moral vis-à-vis de la DG, mais tu en as d'autres qui disent qu'il y en a d'autres qui font du harcèlement moral. Tu as la personne quand même qui s'occupe des enquêtes pour harcèlement sexuel et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui est rentré par effraction dans la chambre d'une employée dans un séminaire à Clairefontaine à 4h du matin, quoi, avec une autre personne. Je sais pas si c'est la meilleure personne pour parler d'harcèlement sexuel, pour gérer ça, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est inimaginable ce qui se passe à la Fédé, c'est inimaginable. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais les salariés, tout, j'en connais pas un qui te dit qu'il travaille dans une bonne atmosphère de travail. Il n'y en a pas un. Pas un. Des employés actuels et anciens de la Fédération de football ont décrit au Times un environnement dans lequel règne mauvais langage, maltraitance mentale, stress et alcool. Non, mais c'est inimaginable ce qui se passe. Les malversations, mais tout, mais tout. Mais ils ont fait pire que ça, et c'est le dossier sur lequel je travaille. D'arrache-pied, je ne suis pas tout seul. On est trois, d'autres personnes. C'est si je vais au bout, bah, j'espère aller au bout pour mon pays, pour, pour tout. Mais c'est un dossier dur, mais j'irai au bout. Donc je ne peux pas t'en parler plus. Je te dirais qu'on ira au bout et que quand on ira au bout, la Fédé va sauter d'elle-même. Hein.
Le président justement de la Fédération française de football, Noël Le Graët, il a fait appel à un expert extérieur pour résoudre ces problèmes. Non, il a été obligé de faire appel légalement, sinon il l'aurait pas fait. Je préfère pas faire de commentaires sur ce monsieur, je serais vulgaire. Ok, pas de souci. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient mis en place un programme de formation obligatoire contre le harcèlement au début de l'année 2000. Bien sûr. Ouais. Bah, faudrait que les dirigeants ils se l'appliquent à eux-mêmes parce que bon, entre traiter les gens, mais toi t'es une salope, mais toi ta gueule, pardon, comme ça, hein. Parce qu'un certain ont osé parler, ou de dire parce que une femme noire avait des enfants, bah, de toute façon vous faites des élevages, hein. Tu fais quoi? Tu fais quoi de ces gens-là? Il y a quoi à dire? Quand t'as un des, enfin, t'en as un qui saute sur tout ce qui bouge aussi à la Fédé, hein. Enfin, il essaye parce qu'il est à son âge, c'est quand même compliqué. Mais les histoires de SMS, mais un jour ça sortira. Sauf que les dames qui, après, l'utilisent pour leur avancement, c'est pareil. Ça vaut pas mieux, hein. Ça vaut pas mieux, hein. Celles qui disent représenter les droits des femmes, etc., alors qu'elles représentent l'avancement de leur carrière, ça vaut pas mieux, hein. Ça vaut pas mieux. C'est inimaginable ce qu'ils font. Et je te dis, quand les dossiers sortiront vraiment, les gens comprendront. Et les gens vont flipper. De l'extérieur, on n'imagine pas un seul instant ce qui se passe à la Fédé, et notamment les conduites déviantes que tu peux décrire. Puis il y a toute la com autour de la deuxième étoile qui fait qu'on ne traite pas les sujets de fond. C'est pour ça que ça a été terrible, parce que les mecs te disent, bah regardez, on a raison, c'est grâce à nous. Hein, mais c'est non, même les magouilles, putain, mais ça vaut, il me donne envie de vomir. Je préfère même pas en parler de ces marins d'eau douce, de ces moules à gaufres, comme dirait le capitaine Haddock, parce que vraiment, je crois que si je les ai en face de moi, je n'arriverai pas à me tenir. Pour ce que je sais, ce qu'ils ont fait, c'est inimaginable. Inimaginable. Maintenant, c'est du travail. Et on ira au bout. Ça fait longtemps que je travaille sur ces dossiers-là. Et je sais qu'on ira au bout. Je sais qu'il ne me manque pas grand-chose. Et je le souhaite de tout mon cœur. À force de parler, d'enquêter sur ces sujets, t'as pas peur d'être un jour dégoûté? Par l'être humain, oui. Par l'être humain, oui. Ah, oui. C'est pas possible de ne pas être dégoûté de la Fédé française humainement. C'est pas possible. Tu peux que perdre foi l'humanité avec le foot français et belge, notamment, qui sont vraiment. Avec le foot français, l'hypocrisie, l'omerta et les divers crimes réalisés, c'est incroyable. C'est waouh, tu te dis, c'est pas possible. Même au début, tu te dis, c'est pas vrai. On se moque de moi. Ah non, c'est vrai. Mais je te dis, encore un peu de patience, et si on va au bout, les gens verront l'âpre réalité, malheureusement. Est-ce que tu as d'autres projets, disons, un peu plus légers, d'autres livres sur des personnalités du football comme tu l'as fait avec Cavani ou Unai Emery? Non, ça m'intéresse pas, parce qu'il n'y a personne qui me paraît très intéressant. Bielsa, ça a été largement fait, donc non, ça m'intéresse pas. Lui, ça m'a intéressé s'il n'y avait pas autant de monde qui avait fait quelque chose. Je travaille autour de la guerre du Yémen, par un sujet léger. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réaliser. Après, je travaille autour d'une série un peu autour du foot et dessous du foot, mais bon, c'est pas moi qui ai les cordons de la bourse et qui suis producteur. On essaie de travailler avec une réalisatrice, scénariste sur un documentaire aussi, mais bon, je vais pas raconter tous les détails, mais il y a une boîte de production qui a voulu me dégager du projet parce que voilà, en lui offrant, elle a dit non, je la remercie d'ailleurs, balançant des trucs sur moi qui sont mais à un point scandaleux, qui mériteraient que j'aille leur botter les fesses, tu vois, parce que c'est grave de faire courir des trucs pareils sur moi. Aussi faux et aussi. Mais c'est là où tu vois à quel point je préfère le milieu du foot au milieu journalistique, parce que ça vient d'un journaliste. Il se reconnaîtra. Donc, bah, si tu veux, j'avais aussi un projet avec Matt Digan, un cinéaste anglais, excuse-moi, autour du football cubain. Bon, c'est pas abouti malheureusement aussi. Et moi, je travaille déjà sur la suite de Beautiful Game, le truc au Yémen, et voilà. Et malheureusement, les autres projets, pour le moment, c'est un peu en stand-by, quoi. Des fois, je suis contacté, etc. Mais bon, non, rien de plus pour le moment. Déjà, j'ai ces dossiers-là d'abus sexuels sur mineurs. Ensuite, j'ai le Gabon à m'occuper, la Colombie, le Salvador. J'en aurai d'autres, je pense. Donc la priorité est là-dessus. D'ici 10 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution du football avec ses facilitateurs, ses hommes de l'ombre? Est-ce qu'on arrivera selon toi à amorcer un début d'harmonisation des pratiques, d'épuration, de transparence dans le football? Non, ça va être de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je vois pas comment on peut. L'être humain est tel que quand tu lui donnes autant de pouvoir, autant de
d'impunité, faut pas s'étonner de ce qui se passe. Donc, je te dirais, que je suis pas du tout optimiste, non. Je vois pas comment on peut être optimiste vu les gens qui dirigent le foot aujourd'hui, non. Je vois pas comment on peut être optimiste avec des mecs comme Gianni Infantino, Ahmad Ahmad. Je vois pas comment on peut l'être. Je vois pas comment on peut l'être. J'ai le rapport de la CAF, hein, enfin, sur la CAF. Que la CAF soit pas dissoute, c'est dans n'importe quel autre secteur d'entreprise, d'activité, c'est dissous depuis un moment. Et les gens sont en prison. Et les gens qui les ont protégés aussi. Mais vu que c'est le foot, on dirait. C'est simple, ton équipe elle gagne, on dit que c'est bien. Ah, à Madagascar, on dit que ça travaille bien. Ok, d'accord. Si à Madagascar ça travaille bien, moi je suis avec. Et j'ai pas été baptisé, donc j'aurais du mal à être avec, tu vois, je pense. Mais, euh, mais ils ont gagné. Donc on te dit c'est magnifique. Ok, d'accord. Prédent, il a un mandat d'arrêt. Il y a des magouilles, mais t'as même pas idée à quel point c'est sale. Donc mieux vaut en rire. Parce que si t'en rigoles pas, tu tombes en dépression. Ouais. Tu te dis, mais en fait, tout est vérolé. Bah, pas loin. Ouais. Pas loin. Ouais. J'ai fait un sujet récemment sur les matchs truqués depuis 2020, toutes les arrestations, condamnations. Tu regardes en Europe. C'est délirant. L'UEFA qui te fait un communiqué qui dit n'arrive pas à endiguer le phénomène du match truqué. Tu sais que le pire, c'est ce que je te dis, c'est trouvable en 2 minutes sur les sites officiels des trucs. L'UEFA l'an passé qui te dit n'arrive pas à endiguer le phénomène des matchs truqués en Europe. Et personne n'en parle quasiment. T'as le temps en Suisse qu'on a un peu parlé, mais en France, normalement, c'est ça qui devrait faire la une. Comment on en arrive là? Je te parle pas de l'Afrique ou de l'Asie, je te parle de l'Europe. L'UEFA qui fait un appel à l'aide. Ça passe tranquille. Là, tu pourrais te dire, il y a peut-être un petit problème quand même. Est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous écoutent sur ton livre? Quels conseils tu leur donnerais pour qu'ils abordent cet ouvrage? Esprit ouvert. Parce que ça va être surprenant, parce que tu te dis, oh, qu'est-ce que je veux sur le football cambodgien, pakistanais. Mais lisez les histoires. Parce que c'est des grandes histoires. Je pense pas que les gens vont s'ennuyer en le lisant. Moi, je n'ai pas de conseil spécialement. D'être curieux, parce que c'est un ovni, hein, dans la forme, dans le fond, dans tout. Et, et je peux comprendre que ça peut faire bizarre. Mais vraiment, s'ils veulent apprendre des choses sur la vie, sur plein de choses, je pense que, ouais, je pense que ça leur plaira. Ceux qui aiment les histoires, en tout cas. Bon. Après, je ne vais pas donner un visage trop négatif de la chose. La seule manière de nettoyer un peu le foot, c'est une création d'une police européenne, un minimum, à défaut d'international, dédiée spécialement au foot, en fait, avec des magistrats formés à ça. Et de faire vraiment, de commencer à être très sévère. Parce que quand il y a une condamnation, c'est jamais. C'est comme la FIFA qui passe un accord financier avec Nasser El Khelaifi, tu sais, pour retirer ses charges, tu vois, bon, tu as compris, quoi. Et en fait, s'il n'y a pas une exemplarité, une sévérité, bah, les mecs, ils continuent, c'est normal. Je veux dire, on joue aux gendarmes et aux voleurs quand on est petit. Bah, dans le foot, aujourd'hui, il n'y a que les voleurs, mais je ne vais pas en vouloir aux voleurs. Le problème, c'est que ceux qui vont aux gendarmes, ils ne le font plus. Le problème, il est là. Donc, si les gendarmes, quand je dis gendarmes, c'est en général, c'est même ne serait-ce que niveau médiatique, etc. Quand tu dénonces au final ce système abominable et reconnu par tous dans le milieu, quand tu ne le fais pas, quelque part, tu trahis le foot. Et si tu aimes le foot, tu ne peux pas accepter des ce qui se passe. Donc, la seule manière de faire changer quelque chose de manière optimiste, c'est une vraie sévérité et commencer à aller sur les vrais dossiers. Abus sexuels sur mineurs, etc., qui protègent, etc. Voilà, ce genre de trucs. Ça, c'est important. Le mot de la fin. Où est-ce que l'on peut te voir, te lire ou t'écouter, Romain? Bon, déjà, merci à tous ceux qui ont écouté mes pérégrinations et élucubrations. Donc, j'ai une chaîne YouTube à mon nom, Romain Molina. Après, sur mes réseaux, j'ai une page Facebook, Twitter que j'utilise voilà, pour manière professionnelle, toujours. Parce que je ne suis pas très réseau, honnêtement. Et puis après, bah là, c'est mon 6e ouvrage que vous pouvez commander alors, sur toutes les plateformes et également sur le site de la maison d'édition XUVI, XUVIE. Il s'appelle The Beautiful Game, c'est mon 6e. Et là, je prépare déjà le prochain, 7e. Parce qu'il faut travailler. Il y aura sans doute ces prochaines semaines dans le Guardian, il y aura un truc sur Haïti bientôt après la sanction. Et j'espère au New York Times la suite sur la Fédé française. Mais ça, c'est pas moi qui décide, parce que je ne force pas les gens non plus à faire quelque chose. Donc voilà. Mais ces prochaines semaines risquent d'être assez mouvementées. Et peut-être aussi quelque chose sur BBC Africa aussi. Hein. Merci à toi, Romain, d'être venu dans le premier épisode de Beautiful Game pour nous parler de cet univers fabuleux autour du football et de ses travers. Merci beaucoup et à bientôt. Beautiful Game est une émission animée par moi-même, Sébastien, avec la musique de Jimmy Square, à la prise de son et au montage Jean-Noël. Merci à Romain Molina d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode, @beautiful.game-podcast.fr sur Instagram.